Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire sur la préservation de la faune urbaine dans les projets bâtis. C'est un webinaire qui s'inscrit dans le cadre du plan bâtiment durable Occitanie, qui est soutenu par la région Occitanie, l'Adréal Occitanie et l'ADEME. Je suis très heureuse d'animer ce webinaire aujourd'hui. Je m'appelle Léa Bossa, je suis chargée de mission rénovation durable au sein de l'association Envirobat Occitanie qui porte donc ce plan bâtiment durable Occitanie. Pour notre asso, la biodiversité, c'est un sujet très important, puisque nous savons que c'est un chaînon essentiel à préserver et à accueillir pour la pérennité de nos villes de demain. Et c'est pour cette raison que nous l'intégrons, par exemple, à nos référentiels bâtiments durables Occitanie et quartiers durables Occitanie. Et que, par exemple, l'année dernière, nous avons organisé un webinaire qui s'inscrit dans le même cadre que celui-là sur la végétalisation du bâti, des murs à la clôture, bien évidemment, et nous voulions le compléter cette année avec la thématique de la faune urbaine. Notre but, c'est de permettre aux acteurs du bâtiment et de l'aménagement de connaître les différentes espèces qui constituent la faune urbaine en Occitanie, de savoir à quelle législation sont soumis les projets et de découvrir les solutions et les initiatives régionales pour préserver et accueillir la faune dans nos villes. Donc pour ça, nous vous avons préparé un petit programme. À l'animation avec moi, il y a Baptiste Herbin, qui est chargé de mission adaptation au changement climatique, qui m'accompagnera sur la partie questions. Après une introduction de Julien Duvignac, qui représente la région Occitanie, pour nous parler du contexte régional dans lequel s'inscrit ce webinaire. Nous aurons une première partie par Rodolphe Majurel, qui est écologue, membre du groupe Chiroptère Languedoc-Roussillon et de la Société française d'études et de protection des mammifères, qui nous fera un tour général de la faune urbaine et des législations qui l'encadrent. Ensuite, Cécile Bédel de l'Agence régionale de la biodiversité Occitanie nous présentera le programme des territoires engagés pour la nature, TEN, et nous partagera quelques retours d'expérience sur les initiatives de ces territoires engagés. En troisième partie, je vais y arriver. En troisième partie, Lucie Hirle, la fondatrice de Coab. Coab, c'est un fabricant de solutions pour préserver et accueillir la faune, qui sont basées dans l'Hérault. Et elle nous parlera des solutions pour intégrer la faune urbaine dans les projets, des bonnes pratiques, des points de vigilance. Et nous finirons par un retour d'expérience de la rénovation du conservatoire d'espaces naturels d'Ariège, qui est un projet exemplaire par sa qualité environnementale et son intégration de la biodiversité, avec une maîtrise d'ouvrage qui est composée en grande partie d'experts sur la biodiversité, dont fait partie Morgane Martinez-Pat, qui du coup est de l'association Nature Ariège et du conservatoire d'espaces naturels d'Ariège. Vous aurez une partie de questions-réponses après chaque intervention que vous pourrez poser dans le fil de discussion. Quelques petites précisions avant que l'on me pose la question. Oui, il y aura un replay du webinaire et les supports de présentation seront communiqués avec. On aura aussi une foire à questions qui sera dans l'article du replay, avec du coup les questions qui qui ont eu réponse pendant le webinaire, mais aussi celles où il n'y aura pas eu de réponse. On y répondra quand même. Et tout ça sera disponible sur notre site internet. Vous pouvez donc poser les questions dans le fil de conversation. Si jamais il n'est pas apparu automatiquement à droite, vous avez en haut à gauche la petite bulle conversation. Vous cliquez dessus, ça apparaît. Et petite précision par rapport à l'outil qui est utilisé sur Teams pour visionner, vous pouvez parcourir les slides vous-même et cliquer directement sur les liens. Mais hop, mais si jamais vous vous perdez dans les slides pour synchroniser avec le live et du coup le présentateur, vous avez le bouton en bas à gauche qui va s'afficher, synchroniser avec le présentateur, vous cliquez dessus et vous êtes à nouveau synchronisé. Voilà, donc voilà pour les précisions. Je vous souhaite un bon webinaire et on va commencer par le mot de Julien Duvignac de la région Occitanie. Merci Léa, bonjour à tous et à toutes. Effectivement, très intéressant comme sujet, et ce sujet intègre finalement des questions un peu plus techniques qu'on avait, et tout ça c'est dû aussi au décloisonnement un petit peu des thématiques qu'on a l'habitude d'aborder.
Nous nous étions inscrits dans une démarche nationale, le plan bâtiment durable que vous connaissez peut-être, avec une déclinaison locale. C'est le logo en bas à droite que vous avez déjà aperçu sur des slides précédentes. Et vous apercevez un nouveau logo avec un vocable un peu particulier, le New European Bauhaus. Alors j'utiliserai le français du coup, le nouveau Bauhaus européen. Et je vais vous dire quelques mots sur cette nouvelle démarche qui émerge ici en Occitanie et qui a été lancée le 18 novembre dernier à Montpellier. Donc tout ce que je vous ai dit a été déjà largement expliqué lors de cette réunion de lancement du 18 novembre. Et puis vous avez aussi des informations beaucoup plus précises de ce que je vais dire à l'instant sur le site d'Envirobat Occitanie. L'idée du NEB, c'est apparu en région Occitanie enfin, à l'occasion du plan bâtiment durable, du plan habitat durable, excusez-moi, porté par la région. Et en fait, c'est quelque chose qui a été lancé par la Commission européenne en début des années 2020, en 2020 je crois même. L'idée, hein, c'est bien entendu de décloisonner encore plus que ce qu'on faisait dans le bâtiment et l'aménagement en général, en nous intéressant à des sujets qu'on traitait déjà plus ou moins, c'est en haut à droite là, la durabilité, comment construire, aménager en préservant bien entendu la biodiversité, hein, c'est le sujet d'aujourd'hui, mais aussi en luttant contre le changement climatique, enfin voilà, comment intégrer toutes les questions plus environnementales dans ces sujets-là. Le deuxième axe qui est aussi un des piliers de la démarche NEB, c'est l'inclusion pour pouvoir construire des bâtiments, aménager des espaces qui vraiment sont adaptés au plus grand nombre, à tous, quelles que soient leurs conditions, hein, quels que soient leurs revenus, quelle que soit leur capacité aussi à s'intéresser à ces sujets-là, enfin vraiment d'être de plus en plus inclusif et de pas avoir des démarches trop réservées et trop élitistes. Et puis enfin, un troisième pilier qui épate et étonne un petit peu tout le monde, qui vient vraiment du Bauhaus, qui a été une initiative du début du XXe siècle, hein, entre deux guerres en 1929 en Allemagne. Et puis après, il y a eu enfin beaucoup même de bâtiments qui ont suivi ces concepts-là. Et ces concepts ont été on va dire toiletté et puis réajusté. Donc c'était les deux premiers là que je vous décrivais, les deux premiers piliers. Et puis ce troisième pilier hyper important qui est l'esthétique, la qualité d'usage des espaces, la qualité de vie, le beau. Voilà. On ose parfois aussi prononcer ce mot, même si c'est un peu compliqué de le définir précisément. Donc les trois piliers qui sous-tendent le nouveau Bauhaus européen euh, aujourd'hui bénéficient d'une boussole. C'est le petit schéma de droite hein, sur lequel je me suis un peu appuyé pour vous donner les trois piliers qui proposent une démarche qui permettra à chaque porteur de projet finalement d'évaluer dans les grandes lignes s'il est NEP compatible. Voilà, donc les approches participatives, bien entendu, les approches interdisciplinaires, ça c'est très Bauhaus aussi, hein. L'origine, c'est que les architectes venaient plutôt des beaux-arts et on a souhaité, à l'époque, en 1929, les ouvrir sur d'autres disciplines, des disciplines un peu plus artisanales, et des disciplines aussi un peu plus techniques. Donc voilà, on essayait d'avoir une approche beaucoup plus pluridisciplinaire. Et puis des engagements à multiples échelles, hein. L'idée c'est de répliquer également, hein. Donc que chaque inspiration puisse à la fois aller vers le haut mais également vers le bas pour alimenter tout le monde et puis que vraiment la transformation se fasse de façon globale à toutes les échelles. Donc le NEB va monter en puissance, hein, bien entendu, et toutes les actions qui étaient sous l'égide du PBDOC, comme on l'appelait, le plan bâtiment durable d'Occitanie, hier, vont être sous le vocable, le chapeau, l'identité NEB. L'idée aussi, c'est que derrière, on constitue déjà une communauté des acteurs du NEB, comme on le faisait pour le plan bâtiment durable d'Occitanie. Donc, bien entendu, bah, tous les professionnels du bâtiment, de l'aménagement, sont invités à rejoindre cette communauté pour la faire progresser et intégrer vraiment tous ces concepts dans les actes concrets qui font que on aura un territoire demain qui sera vivable. Je crois que je ne peux pas aller plus loin. Je vous invite seulement à aller sur le site d'Envirobat pour prendre connaissance de tous ces éléments et puis aussi voir les opérations qui permettent d'illustrer un petit peu plus concrètement ce que j'ai pu décrire ici de façon très théorique et conceptuelle. Bon webinaire.
Merci beaucoup, Julien. Et hâte de voir toutes les productions et les opérations qui vont sortir de ce New European Bauhaus, qui promet d'être très riche. Nous allons continuer sans plus attendre par l'intervention de Rodolphe Majurel pour nous faire le tour de la faune urbaine occitane et le cadre législatif qui est autour. Je te laisse la main, Rodolphe. Bonjour à tous. Voilà, il ne voulait pas démarrer. Vous m'entendez, c'est bon? On t'entend. Ah ouais. Merci de cette invitation. Je souhaiterais déjà commencer un petit peu avec malheureusement quelques chiffres qui ne sont pas très très bons. Par rapport au niveau national, il y a 27% des espèces qui sont évaluées, qui sont menacées. Et Ah, Rodolphe, il y a une coupure de son, si jamais. Mince. Je sais pas si je vais lui envoyer un message. Oui, du coup, je suis un peu prise au dépourvu, je vous avoue. Je sais pas si du coup on saute la partie introductive euh, je vais regarder quand même si on arrive à le faire revenir. Hop. Rodolphe, je vois que tu t'es reconnecté. Est-ce que ça refonctionne ou pas? Ok. Mm. Et j'ai Non, vu qu'il s'est reconnecté, mais ah, son micro est coupé. Ah, si, je crois que je viens de voir que ça ça marche. y est, c'est le micro en Ah, fait, hein. Ah voilà. ok. Donc, je suis Si vraiment jamais, désolé. il n'y a pas de souci. Si jamais, Rodolphe, je crois que tu as oublié de prendre le contrôle de la Oui. présentation, du coup, on ne suivait pas en même temps que toi. Voilà. Donc, juste pour quelques petits chiffres, en 20 ans, on a perdu 23% des oiseaux en ville. On a perdu depuis 2000, entre 2006 et 2019 plus de 54% des chauves-souris. C'est pour ça que je vais faire un petit zoom par rapport à ces espèces justement qui sont un peu compliquées à conserver et qui sont souvent en ville. Par contre, contrôler, il ne veut pas me l'avancer. Ah, faut appuyer sur. Faut peut-être appuyer Ouais, sur les petits trucs en bas, là. ouais mais ah, voilà. Non, oh. C'est bon, ça marche. Ouais. Ah, il appuie Alors, sur pause. dans un premier temps, je souhaiterais quand même parler un petit peu de législation. Alors, c'est pas le plus intéressant, entre guillemets, mais c'est parce que derrière, il y a quand même un cadre juridique par rapport à toutes ces espèces qui sont patrimoniales et qui concernent également le bâti. Donc, vous allez voir, c'est une législation qui est quand même un petit peu ancienne, puisqu'elle date de 76. Et que jusqu'à présent, il y a quand même très peu de personnes qui, en tout cas, d'organismes qui le mettent en place. C'est-à-dire que la destruction et la capture est interdit par rapport les espèces sont protégées, mais également leur habitat. Et souvent, les bâtiments accueillent ces espèces qui sont patrimoniales. Donc, à partir du moment où normalement on fait une destruction des individus ou des habitats, il faut faire une demande de dérogation auprès des services de l'Adréal. Cette législation, mais du coup, par rapport au bâtiment, il va y avoir vraiment deux scénarios. C'est-à-dire, d'un côté, est-ce que derrière, il y a une absence d'espèces patrimoniales et d'habitat, donc du coup, le projet suit son cours sans difficulté. Par contre, s'il y a la présence d'espèces patrimoniales, ben, le projet doit être adapté pour supprimer et réduire au maximum son impact. Je vais essayer de faire le plus simple possible. Dans les espèces protégées, vous avez toutes les chauves-souris, tous les reptiles, tous les amphibiens et maintenant une grande partie des oiseaux. Notamment dans les oiseaux, vous avez tout ce qui est rondelle, martinet, vous avez également le monde domestique, le chardonneret, etc. Donc il y en a de plus en plus et malheureusement, chaque année, la liste le s'allonge. Donc par rapport à ça, vous allez normalement ce qu'il faut mettre en place, c'est une demande de dérogation qui est nécessaire.
et pour mettre en place le principe ERCA. Alors, ERCA, je suppose que la plupart de vous connaissent, c'est éviter, réduire, compenser et accompagner. J'insiste sur le petit A d'accompagner par rapport au bâtiment, c'est vraiment par rapport à tout ce qui est les entreprises pour que derrière elles puissent justement, qu'on puisse accompagner les entreprises et que ça devienne un réflexe, notamment par rapport aux personnes qui sont sur place, par rapport à, à- de faire vraiment prendre la prise en compte de la biodiversité. Alors, je suis désolé, je ne peux plus avancer le déroulé. Hop, ah, ça y est, il est là. Voilà. Donc, je vais vous présenter peut-être un schéma de principe, c'est un principe détaillé d'un pré-diagnostic de biodiversité pour les bâtiments. Alors, comme vous avez pu le voir, je suis un peu plus spécialisé par rapport aux chauves-souris, donc c'est le thème que je maîtrise un peu mieux, mais ça s'applique à toutes les espèces patrimoniales. Donc, dans un premier temps, dans l'idéal, ça serait de mettre en place un diagnostic simplifié d'experts, c'est-à-dire qu'un écologue y passe, qui regarde les différents points qu'il y a sur le bâtiment et de voir derrière si il y a des gîtes qui sont utilisables ou utilisés par les chiroptères et de voir la potentialité de cet accueil. Si à la limite, il n'y a pas de cavités qui sont favorables pour l'accueil des chauves-souris ou il n'y a pas de traces de présence, bon, lancement des travaux et le projet suit sans aucune préconisation. Par contre, s'il y a présence d'individus, de traces de présence ou de cavités qui sont favorables, là, il faudrait faire plutôt une analyse des travaux, c'est-à-dire avec ensuite à l'analyse des travaux de voir l'impact que ça peut avoir. Et à ce moment-là, j'ai perdu ma diapo, s'il vous plaît. Yes, je crois que tu as dû appuyer sur arrêter le partage, mais attends, je remets ça. Hop. Voilà, il faut mettre en place un diagnostic un peu plus approfondi pour regarder un petit peu les espèces qui sont présentes et surtout de regarder notamment dans la temporalité, notamment par rapport aux chauves-souris, parce que d'ailleurs, en fonction de la saison, elles n'ont pas la même activité. Donc, regarder de là, souvent découle un diagnostic détaillé qui va prendre beaucoup plus de temps. C'est pour ça que le pré-diagnostic, plus on le fait tôt, mieux c'est pour anticiper vraiment par rapport aux travaux. Et à partir de ce moment-là, ça se fait normalement sur une année pour voir vraiment, aux 4 saisons, l'utilisation de ces anfractuosités ou de ces volumes par rapport aux chauves-souris. Si vraiment là, il n'y a pas de traces, il n'y a pas de présence, etc., ça a été un défaut, on lance les travaux. S'il y a ces traces et qu'on voit les espèces qui sont présentes, à partir de ce moment-là, il faut faire les analyses et des mesures d'évitement et de réduction complète par rapport à ces impacts. Et s'il y a quand même des impacts, faire une demande de dérogation d'espèces protégées qui prend à peu près 6 mois. Et si derrière, on ne peut pas supprimer, derrière, forcément, il y a des projets qui peuvent être refusés par les services de l'État à partir du moment où on se retrouve avec des enjeux régionaux ou nationaux. Voilà, donc c'est par rapport à ça, c'est peut-être contraignant, mais vu le nombre d'espèces qui se perdent, etc., et puis c'est le cadre juridique, et là, c'est les services de l'ADREAL qui mettent en place justement ce principe et ERCA. Alors, je suis désolé, voilà. Alors, la biodiversité, elle bâtit les espèces qui sont présentes, voilà, il peut y avoir des chauves-souris, des oiseaux, qui dépendent des habitats artificiels des bâtiments pour survivre. Et en fait, la conservation de ces habitats, lors des rénovations, on trouve généralement des solutions, ou sinon, ce qu'on peut faire également dans les nouvelles constructions, c'est justement de créer les habitats favorables pour que ces espèces s'installent. Alors, dans les bâtiments, comme vous pouvez voir, que ce soit des bâtiments individuels ou collectifs, il y a énormément d'endroits où elles peuvent s'y installer. Donc, que ce soit par rapport à des défauts structurels, notamment dans les fissures. Il y a quand même pas mal de chauves-souris qui s'installent dans les fissuricoles à l'intérieur. Mais ça peut être également derrière dans les joints de dilatation qui sont plus présents, dans les acrotères, derrière les gouttières, etc. Et vous avez énormément de zones où en fait la faune urbaine s'installe. Oui, tu peux avancer. Alors, ça, c'est un schéma par rapport de l'ALPO que je trouve quand même qui est vraiment très, très, très bien fait. Ça vous montre un petit peu toutes les espèces qui peuvent être présentes par rapport sur de la faune urbaine.
et avec, en fonction du code couleur, que ce soit par rapport à tout ce qui est chauve-souris, oiseaux, ou, alors là, ils ont fait un zoom notamment sur les martinets, parce qu'il y a quand même une chute quand même dramatique par rapport à ces espèces-là, et de voir un petit peu où c'est qu'on peut trouver toutes ces espèces-là. Donc, vous voyez, en fait, c'est quasiment partout. Donc, c'est la difficulté justement par rapport à ça, c'est justement d'essayer de faire appel à un écologue pour qu'il puisse regarder vraiment l'ensemble des zones où la biodiversité peut s'installer en ville et sur les bâtiments. Alors, dans les bâtis, voilà, il y a des espèces qui sont présentes. Par contre, tout ce qui est protégé, c'est tous les rapaces. Déjà, vous voyez, donc ça va simplifier. Toutes les hirondelles. De plus en plus de passereaux. Alors là, c'est le jardonnerie élégant, mais notamment les moineaux. Les moineaux domestiques ou friqués, même soucis maintenant, sont protégés par la loi. Donc, ils ont tendance à s'installer également sous les tuiles, etc. Donc, on les a régulièrement en ville. Ouais. Vous avez tous les chiroptères, tous les amphibiens, et également tous les reptiles. Donc voilà, alors, les reptiles, vous avez également, alors là j'ai mis une jolie couleuvre à échelon, mais vous avez également tout ce qui est les lézards, et notamment les lézards des murailles, et même les tarantes de Mauritanie sont protégés par la loi, où on en trouve assez régulièrement dans les bâtiments ou à proximité des bâtiments. Alors, ça, c'est une petite fresque de sensibilité de la présence des espèces. C'est-à-dire qu'en fonction des oiseaux, des chiroptères ou des reptiles, vous avez des périodes où, lorsqu'on fait des travaux, ça va avoir beaucoup plus d'impact par rapport à ces espèces que par rapport à d'autres périodes. Donc c'est là la difficulté, c'est justement par rapport aux travaux. Enfin, le but, c'est pas d'empêcher la rénovation ou la construction de nos bâtiments, mais c'est d'adapter en fait le chantier en fonction de la sensibilité des espèces qui sont présentes. Donc c'est pour ça qu'on essaye de faire des zones synthétiques le plus simple possible pour que vous puissiez avoir déjà une idée en tout cas des périodes où ça serait plutôt favorable d'éviter les travaux. Mais en fait, si vous voulez regarder sur les trois, on peut faire d'une part les travaux. Après, ça va dépendre des aléas climatiques et des enjeux principaux par rapport à l'espèce. Voilà. Le but, c'est pas de vous faire peur. Là, il y a juste un petit zoom sur le slide d'après. Voilà, sur les hirondelles, les martinets noirs et les moineaux domestiques. C'est ceux qui sont quand même le plus présents par rapport au bâtiment, et c'est eux qui ont le plus, enfin en tout cas que la rénovation, notamment des façades, ont le plus d'impact. Donc c'est pour ça qu'il y a un tout petit, c'est un petit zoom par rapport à la période de sensibilité, où on peut justement regarder pour essayer de faire des travaux. Et puis l'effraie des clochers, malheureusement, elle est de moins en moins présente. Et lorsque vous avez une effraie des clochers dans un bâtiment, c'est vraiment, vous avez un petit bijou qui est en place, il faut absolument le conserver. Alors, par rapport, je vais vous faire un petit zoom par rapport aux chiroptères. Dans les chiroptères, qu'est-ce que c'est les chauves-souris? Les chauves-souris, déjà, c'est un petit mammifère qui vole. Donc, voilà. C'est le seul mammifère volant, d'ailleurs, qui fait de 4 à 50 grammes en France métropolitaine, qui est vraiment tout petit, et qui permet de faire qui s'installe, en fait, derrière, souvent dans le bâtiment. On va le voir par rapport à ça. Qui a un cycle de vie qui est assez complexe. Souvent, on a tendance à simplifier par rapport aux chauves-souris, mais les chauves-souris, il y en a quand même, elles sont nombreuses, de nombreuses espèces. Et c'est comme si on me demandait de travailler, de me dire, c'est quoi un oiseau? Il y a autant de différences entre les différentes espèces de chauves-souris qu'entre une chouette et un moineau ou un héron. Donc, c'est pas le même habitat, c'est pas le même. Ça n'a rien à voir. Donc voilà. Donc, elles sont réparties en France en 4 grandes familles avec les rhinolophes, où il y a 3 espèces qui sont présentes, qui peuvent être présentes dans les bâtiments. Les minioptères de Schreiber, notamment, là, lui, tout seul comme espèce. Le molosse de Sestonie, qui est également présent dans les bâtiments, mais vraiment de très grande hauteur, et où il y a une seule espèce. Et ensuite, c'est tout ce qui est murin et les vespères, où derrière, par contre, qui est la grande majorité, qui est la grande famille des chauves-souris en France, avec plus de 26 espèces. Donc là, je vous présente un petit tableau avec les différentes espèces en Occitanie. Donc vous voyez, il y a 31 espèces qui est présentes. Elles sont à l'échelle les unes par rapport aux autres.
C'est pour vous montrer un petit peu les différences qu'il peut y avoir entre elles. Et c'est pas une question de taille, parce que vous voyez, enfin, en haut à droite, vous avez, les 4 familles des pipistrelles, plus derrière le Vesper, qui sont notamment avec la pipistrelle pygmée, qui est la plus petite chauve-souris d'Europe. Mais vous avez également le murin d'acatoé, qui est un murin, mais qui n'est pas une pipistrelle, mais qui est à peu près de la même taille. Donc c'est là où c'est la grande difficulté, c'est ça, c'est que d'ailleurs, il ne faut pas se fier par rapport à la taille ou même par rapport le code couleur, parce que, enfin, en tout cas du pelage, ça ne correspond pas vraiment, c'est pas comme ça qu'on arrivera à déterminer les espèces présentes dans les bâtiments. Donc là, vous avez les grandes familles avec les rhinolophes qui, elles, vont chercher plutôt des volumes avec les myoptères, etc. Et d'autres qui sont fissuricoles. On va passer là, voilà. Donc je vais vous présenter un petit peu, en gros, les grandes périodes par rapport aux chauves-souris. Donc là, nous sommes en hiver, nous sommes au mois de décembre. C'est la période d'hivernation ou d'hibernation. Alors ça va dépendre également, en tout cas vraiment dans la zone méditerranéenne, je parle plus d'hibernation, c'est-à-dire que certaines espèces peuvent avoir un petit, enfin elles vont pouvoir se déplacer en hiver et elles vont quand même se réveiller, alors que plus dans le nord d'Occitanie, là, elles vont vraiment être en hibernation, elles ne vont pas bouger. Et ça va durer jusqu'au mois de février, jusqu'au mois de mars, au 15 mars. Ça va dépendre après des aléas climatiques. À partir du mois de mars, les femelles vont rentrer en gestation et c'est la période de transit où elles vont rejoindre leur site leur site de mise bas, où elles vont s'installer. Donc là, ça va dépendre pendant un mois et demi et la gestation va continuer à se mettre en place. C'est des périodes qui sont très importantes par rapport à elles parce qu'il faut qu'elles reconstituent leur poids. Et la gestation est différée. Donc à partir du mois de juin, vous retrouvez la mise bas et l'élevage des jeunes. Alors maintenant, on parle même d'éducation par rapport aux jeunes. On se rend compte qu'il y a toute une. Alors les femelles se regroupent entre elles et elles éduquent les jeunes par rapport sur le territoire de chasse pour la reconnaissance, etc. Et elles cherchent des gîtes quand même qui sont favorables parce que les jeunes, les petits naissent sans poils et il leur faut des gîtes qui sont relativement chauds. Et c'est pour ça que les bâtiments sont souvent prisés par rapport aux chiroptères. Et c'est une période très sensible par rapport à ces espèces-là. À partir du mois d'octobre, on va revenir. Ça, c'est la deuxième période de transit et c'est la période d'accouplement par rapport aux mâles et les femelles. En général, c'est un des rares moments où les mâles et les femelles sont ensemble. En général, pour les colonies de femelles, les mâles ne sont pas présents. Et ça va jusqu'au mois de novembre. Et là, c'est pareil, c'est une forte activité par rapport aux chauves-souris où il faut qu'elles constituent leur graisse pour pouvoir passer l'hiver. Et ensuite, ça repart de l'autre côté. Alors, comme vous pouvez voir, l'accouplement se fait au mois d'octobre et la gestation se fait à partir du mois de mars. Donc en fait, c'est une gestation qui est différée. Les femelles stockent les spermatozoïdes dans des poches auprès des ovules et le développement de l'embryon va se faire uniquement à partir du mois de mars. C'est un cas un peu particulier par rapport aux mammifères. C'est là la rate en hibernation, ce qui est assez rare par rapport à elle. Oui, on va peut-être avancer. Donc qu'est-ce qu'elle recherche? Naturellement, elles vont chercher des fissures, mais ces fissures, elles peuvent les retrouver également dans les joints de dilatation des bâtiments, où elles vont chercher des volumes. Et ces volumes, c'est pareil, ce qu'on appelle des espèces cavernicoles. En tout cas, dans l'image d'Épinal, ce sont les chauves-souris qui sont les plus connues, et on peut les retrouver également dans les bâtiments. Donc voilà, en fait, c'est pour ça que derrière, on va pouvoir retrouver. Alors, il y a certaines qui sont mixtes, qui vont chercher des fissures dans les volumes, évidemment, sinon ça serait trop simple. Mais d'où l'intérêt de préserver les bâtiments par rapport à tous ceux qui est chiroptère. On va avancer un petit peu, voilà. Donc, dans les volumes intérieurs, soit d'ailleurs, vous voyez, ce sont des colonies qui vont être soit en groupe sous les toits, ou elles peuvent se mettre également dans les fentes des poutres. Là, on trouve régulièrement des pipistrelles qui sont à l'intérieur. Soit on trouve des individus, soit on peut trouver en fait des traces de leur présence, notamment avec des tas de guano, comme vous avez sur l'image à votre droite. Soit elles vont chercher des interstices et des fissures. Alors dans les fissures, ça peut être un peu tout. Enfin, ça peut être, comme vous voyez, par rapport à la toiture, mais ça peut être également des joints de dilatation derrière les volets. C'est le cas le plus courant en tout cas, que l'on rencontre, que le grand public m'annonce. Parce que derrière, comme c'est un animal qui est hyper discret, en général, on a vraiment du mal à voir leur présence. Et là, sur l'image centrale, sous la tuile, on voit des toutes petites crevettes. Là, ce sont des petits de pipistrelles qui sont nés juste au niveau de la tuile.
Donc c'est une colonie de parturition. Ce qu'on en trouve assez régulièrement malheureusement également, c'est lors des changements des fenêtres. Lorsqu'il y a le joint qui est parti, ça crée des habitats pour, notamment souvent par rapport aux mâles. Alors là, on va avoir rarement des colonies, enfin j'en ai jamais trouvé, mais en tout cas des mâles qui sont présents dans ces joints-là. En fait, il y a une grosse crise du logement par rapport aux chauves-souris, par rapport aux bâtiments. Jusqu'à présent, elles étaient habituées à vivre avec nous. Et dans les nouveaux bâtiments, notamment, on a tendance à faire beaucoup moins de joints de dilatation et elles recherchent des gîtes très facilement. Alors, ça par rapport au cycle de vie des chauves-souris, il y a des périodes qui sont en forte sensibilité où il faut vraiment éviter s'il y a des chauves-souris qui sont présentes les travaux. Ça va être l'hiver et si c'est colonies de parturition, c'est-à-dire de colonies de femelles qui sont présentes de juin, juillet, août. Alors voilà. Et après, par contre, il y a des périodes où elles sont en transit, où il y a peut-être un peu moins d'impact. Il y a toujours de l'impact, mais en tout cas, ce sont des impacts qui sont résiduels, où il faut essayer de favoriser ces travaux pendant cette période-là. Donc la première, c'est du mois de mars au mois de mai, mais au mois de mai, c'est un peu plus compliqué parce que vous avez les oiseaux qui peuvent être présents, donc du coup, ça va être, c'est une période qui est un peu moins sensible, qui est sensible. Celle où il y a le moins de sensibilité, on va dire entre guillemets, c'est entre septembre et octobre, où là, les jeunes sont volants, et ça permet quand même de faire des travaux à ce moment-là. Oui. Alors, ça, je vous représente la carto, enfin en tout cas les chauves-souris qui sont en Occitanie. Et comme vous pouvez voir, ben, il y en a seulement 3 qui sont strictement arboricoles. Alors il y a un point d'interrogation parce qu'en fait on ne le sait pas. Enfin, voilà, il y a quand même il y a on décrit encore en France des chauves-souris. La dernière elle a été décrite en Corse, là c'est le Crypticus. Donc voilà. Donc c'est vous voyez, enfin, au fur et à mesure on avance dans les connaissances et on n'a pas fini de décrire encore toutes les espèces en France, quoi. Donc c'est en Europe. Donc d'où la difficulté. Il y a certaines espèces, en fait, on les connaît très peu. C'est-à-dire qu'elles ont été décrites depuis pas très longtemps. Voilà. Donc là, il y a certaines en rouge, vous voyez que c'est celles qui vont chercher cavernicoles, qui vont chercher des volumes. Celles qui sont plutôt qui vont chercher des fissures pour s'installer. Et puis après, vous en avez certaines qui sont mixtes, c'est-à-dire qui vont chercher des volumes et des fissures pour s'installer en fonction de la colonie qui va être présente. Mais vous voyez, là, quasiment la totalité des chauves-souris en France, on peut les retrouver dans les bâtiments. Alors, je vous ai parlé de mettre en place un pré-diagnostic par rapport au bâtiment, mais c'est quoi un pré-diagnostic? Ben, le pré-diagnostic, c'est de trouver les gîtes qui pourraient être utilisés ou utilisables pour les différentes espèces protégées et, sur l'ensemble de leur cycle biologique. C'est là la difficulté, c'est qu'en fait, c'est pas parce que derrière un gîte n'est pas utilisé à un moment qu'il ne va pas être utilisé le reste de l'année. Et surtout, quelles sont les espèces qui les fréquentent ou qui pourraient les fréquenter avec une notion d'effectif. C'est pas le plus facile à mettre en place, hein. Par rapport à ça, donc ce qu'il faut vraiment rechercher, c'est les espaces huisseries, les cadres, les espaces sous tablette. Enfin, vous voyez, vous avez quand même un listing de tout ce qu'il faut regarder sur un bâtiment, et il y en a quand même, ça peut prendre beaucoup de temps. Voilà. Surtout, notamment dans les grandes tours urbaines où c'est pas des fois, enfin, vu les hauteurs, c'est pas le plus facile pour trouver, notamment. C'est pas accessible et des fois c'est compliqué de trouver des traces. Par contre derrière, ben, vu que c'est elle qui recherche de la hauteur, c'est malheureusement souvent là où elles sont. Donc c'est pas toujours évident à trouver comme gîte. Alors quelques exemples. Là vous avez un immeuble à gauche où là en fait vous avez c'était des grandes plaques donc avec des joints, les joints de dilatation n'étaient plus présents, donc là vous aviez des gîtes à chauves-souris, mais également dans le balcon vous voyez la trace le béton, et entre le béton et il y avait également un gîte qui était qui était présent, donc là il y a quand même pas mal de chauves-souris sur la rénovation de ce bâtiment. Là au centre c'est le joint de dilatation pareil de la fenêtre. Alors, par rapport les revers de fenêtre qu'on pouvait voir, enfin là on se dit, bon, moi quand je suis arrivé, j'ai dit, bon, ben, là, ces petits revers de fenêtre, il n'y a pas trop de place par rapport aux chauves-souris, c'est quelque chose de juste. Et le soir, quand j'ai regardé avec les jumelles thermiques, eh ben, il y en a 2 qui sont sortis de ces trucs. Donc ça fait que derrière, vous voyez, même elles nous font des surprises en permanence.
C'est les briques qui sont en contrebas. En fait, c'était un bâtiment qui était abandonné. Il y a eu de la démolition. En tout cas, il y a il y a des personnes qui ont volé les portes. Donc, il y avait ces briques. Et dans chaque brique, on peut voir des petits tas noirs, notamment sur le bas. Tout ça, c'est des tas de guano. Et toutes ces briques étaient utilisées en hiver par rapport aux pipistrelles qui passaient leur hibernation à l'intérieur de ces briques. Et après, c'est le volet derrière classique où là, ben, il y avait une petite colonie de parturition d'une cinquantaine de femelles qui étaient en reproduction. Donc, c'est pour vous montrer un petit peu quand même la difficulté. Et dans les volumes, alors dans les volumes, ça, c'est assez facile. On va avoir des espèces qui sont suspendues. Alors là, c'est les petits rhinolophes. C'était une colonie de femelles dans un bâtiment qui était un local technique, qui était très récent. Et malgré ça, elles se sont installées assez facilement parce que derrière, il y avait un accès. Donc, vous voyez, c'est pas parce que derrière ce bâtiment récent qu'il ne peut pas y avoir de chauves-souris à l'intérieur. Et à droite, vous voyez dans l'angle du mur, là, vous voyez des traces avec du guano. Alors ça, c'est un bâtiment qui est abandonné. Ça, c'est souvent les murins oreilles chancrées qui font ce genre de traces et qui s'installent dans les angles et on voit les traces d'urine et de guano. Donc là, on peut voir qu'il y a pas mal de présence d'espèces dans ces bâtiments. C'est pour vous montrer un petit peu les deux. Alors, dans la rénovation, ce qu'il faut absolument faire, c'est préserver l'existant. On trouve toujours des solutions pour le préserver. C'est pas le plus simple, mais on en trouve. S'il y a des cavités, eh bien, il suffit, comme sur votre image de droite, on conserve. Si derrière il y a la pose d'ITE, on peut poser des structures qui permettent aux chauves-souris ou aux oiseaux de continuer à pénétrer à l'intérieur et de ne pas boucher la fissure. Pas idem par rapport aux nids d'hirondelles. Les nids d'hirondelles, il faut absolument les conserver. Alors déjà, lorsqu'il y a une rénovation de façade, ben, c'est faire une protection physique des nids. Donc on les protège pendant l'hiver et ça permet de les conserver. Et sinon, aussi, enfin, là, c'est l'image de droite, ils ont repeint la façade, ben, ils ont laissé le nid. Et voilà, enfin, donc du coup, il n'y a pas de destruction de nid. S'il n'y a pas de destruction de nid, il n'y a pas besoin de faire de dérogation ou quoi que ce soit. Des solutions possibles, toujours conserver. Donc là, par rapport au premier que je vous avais indiqué, là, le grand immeuble, ben, ça a été vraiment l'objectif primaire, parce que de toute façon, s'il n'y avait pas la conservation, ils bloquaient le chantier pendant un an. Donc là, les architectes et le maître d'ouvrage ont dit non, non, on trouvera les solutions techniques. Donc il y avait une partie où justement il n'y avait pas de pose d'ITE qui était sur les plaques. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une goutte d'eau pour justement que la faune puisse y accéder, mais qu'il n'y ait pas l'eau qui puisse rentrer à l'intérieur, de ne pas avoir de problème. Donc c'est ce qu'on voit sur la première image. Et sur la deuxième image, eh bien, en fait, on a posé les ITE, mais on a laissé les infrastructures de 2 cm tout autour. Et on a reposé la goutte d'eau derrière pour pas que ça rentre. Et vous voyez sur l'image à droite, on se retrouve avec ce genre de baguettes et qui habille même la limite de la façade. À la place de se retrouver avec des grandes façades vides sans rien, on se retrouve également avec derrière les chauves-souris qui peuvent rentrer à l'intérieur. Et même on a amélioré à la limite les gîtes puisque les cavités sont plus profondes. Ça, c'est sur Vendre. Alors, il y a une rénovation d'un toit. Enfin, il faut la refaire. Il y a des chauves-souris qui sont présentes. Là, c'est des pipistrelles. Et bien là, ce qui va être intégré, c'est carrément il va y avoir un dérangement, c'est sûr. Mais par contre, on va intégrer carrément un double linteau pour un abri qui va être dans tout le toit, où les chauves-souris vont pouvoir trouver le refuge dès la rénovation. Donc en fait, elles sont sur 3 pans de toit. Donc on va faire d'abord un premier pan avec un gîte pour elles à partir du printemps pour qu'elles puissent le retrouver. Donc là, à l'intérieur, ben, on va faire des essais parce que c'est toujours compliqué de les faire bouger, mais on va essayer de mettre notamment du guano pour essayer qu'elles retrouvent leurs odeurs par rapport à l'intérieur. Et ensuite, alors ça, c'est une solution aussi technique, c'est d'intégrer carrément un gîte, mais là, je laisserai Coab développer cette technique-là dans un deuxième temps. Les autres mesures à prendre en compte qui sont vraiment importantes aussi par rapport à la biodiversité, ce sont les espaces verts. Alors, il faut au maximum conserver la végétation qui est présente, puisque c'est bien joli de leur donner le gîte, mais s'il n'y a pas le couvert, ça ne sert strictement à rien. Il y a une nouvelle loi qui est passée en février 2022. Là, c'est important aussi. C'est par rapport à l'abattage des arbres d'alignement qui est réglementé maintenant. Là, donc ça, c'est un dossier qu'il faut monter auprès de la DDTM. Donc vous avez la dérogation qu'il faut monter auprès de la DREAL. Et si vous abattez des arbres d'alignement ou des haies, c'est un dossier qu'il faut monter auprès de la DDTM. Et ensuite, lorsque vous mettez un plan paysager,
mettez des espèces locales et mellifères. C'est vraiment important, les mellifères, pour avoir la ressource les insectes qui soient là. Et si possible, sur les trois strates, herbacées, arbustifs, arborés, ça permet d'avoir également tout le cortège des passereaux qui vont pouvoir trouver refuge à l'intérieur et leur repas. Et ensuite, si vous souhaitez, mise en place de nichoirs et des aménagements. Autre chose aussi, des pièges qu'il faut vraiment éviter, c'est vraiment, il faut vraiment faire des passages à faune. Alors là, j'ai pris des exemples sur Internet, hein, c'est par rapport, aux écureuils, c'est justement parce que, aux écureuils, pardon, par rapport aux hérissons. Ça permet également de faire des zones ou en tout cas de la communication par rapport à tout ce qui est logement locatif et en tout cas urbain avec pas mal d'appartements. Mais sinon, après, il suffit des fois de couper juste deux morceaux de grillage et la faune, elle peut passer et ça suffit largement. Et le dernier point, qu'on ne pense pas souvent malheureusement, c'est vraiment de prendre en compte l'éclairage. Alors je sais que des fois il y a des problèmes parce que les gens ne se sentent pas en sécurité, donc ils demandent un éclairage vraiment fort, etc. Mais honnêtement, c'est vraiment un handicap par rapport à la faune nocturne, que ce soit par rapport aux rapaces ou par rapport aux chauves-souris. Donc essayez vraiment de mettre en place là vous avez un éclairage mauvais, un éclairage qui est bon, vraiment d'éclairer le plus bas possible pour qu'il y ait le moins de dérangement et que les gens puissent passer avec notamment derrière, en tout cas qu'il y ait un travail qui soit fait sur l'éclairage. Voilà la biographie et je vous remercie. Je ne sais pas le temps que j'ai pris, je crois que j'ai été quand même assez rapide. Si vous voulez que je prenne quelques questions, j'ai vu qu'il y en avait quand même pas mal qui passaient. Il y a eu pas mal de réactions, je crois, surtout. Ah non, j'ai un écho. Ouais, mais je crois que c'est parce qu'on a nos deux micros. Je coupe. Il n'y a pas de souci. Je pense qu'on va prendre surtout une question parce que du coup, en fait, tu as un petit peu débordé, mais je pense que c'était un peu lié au bug de tout à l'heure. Je crois que j'ai vu une question passer, Baptiste, si possible. Oui, donc c'était Dorine Gisclar qui demandait s'il y avait une sensibilité particulière des reptiles en période de reproduction ou de ponte. Par rapport de ponte, oui, enfin, par rapport à l'étis, c'est-à-dire que destruction de murets avec des fentes, etc. Oui, la difficulté par rapport aux reptiles, c'est ça. C'est que derrière, en fait, il y a leur période de sensibilité, elle est toute l'année. Donc, l'objectif, ce serait vraiment d'essayer de mettre en place de conserver en fait ces fentes-là et ces fissures. Et par contre, les reptiles, l'avantage qu'il y a, notamment que les lézards des murailles, c'est des tout petits territoires. C'est-à-dire que c'est entre 7 et 14 mètres carrés, suivant le mâle ou les femelles. Donc, de faire des murs en pierre, ou notamment avec des gabions, ça marche assez bien quand même avec les gabions ou un parement. Et à l'intérieur, par contre, de faire des cavités avec du bois, etc. C'est-à-dire que les pierres ne soient vraiment pas tout à fait calées. En fait, caler juste le parement et à l'intérieur. Et là, par contre, il y a eu des bons résultats et même de faire un hyperculatum où derrière, en fait, on met un peu de sable pour assurer la reproduction à l'intérieur pour que derrière les reptiles puissent s'y mettre. La difficulté qu'il y a, c'est les reptiles, en fait, en hiver, vu qu'ils sont thermorégulateurs, ils ne bougent pas, donc on ne peut pas faire les travaux. Au printemps, ça va dépendre du temps aussi, donc voilà. Mais les reptiles, c'est assez compliqué à mettre en place. Ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est là où, en général, je me prends le plus la tête. Merci beaucoup, Rodolphe. J'ai vu qu'il y avait une autre question, mais elle a été répondue dans le chat. Si jamais, vous inquiétez pas pour les questions qui sont arrivées après. Si ça te va aussi, Rodolphe, on te les enverra pour que tu puisses y répondre et on les enverra à l'ensemble des participants pour qu'ils aient une réponse. Au mieux que je peux, parce qu'après, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Oui. Bah après, je la partagerai à l'ensemble des intervenants. Peut-être que si tu n'as pas la réponse, d'autres en ont. Mais de ce que je vois, j'ai l'impression que c'est les questions, tu pourras avoir réponse. Bah, merci beaucoup, Rodolphe, pour toutes ces informations. C'était super constructif. Et n'hésitez pas, vous voyez, vous avez son contact si vous avez besoin des fois de précision. Ah oui, j'avais cette slide. Bon, bah maintenant, nous allons passer à la partie de l'Agence régionale de la biodiversité sur les programmes territoires engagés pour la nature. Et je te laisse la main, Cécile. Merci, bonjour tout le monde. Hop. Alors, ok. Donc moi, je vais vous parler d'un programme d'engagement qui est un programme national porté par l'Office français de la biodiversité et qui s'appelle Territoire engagé pour la nature, TEN.
Donc, c'est une démarche de progrès en faveur de la biodiversité. En fait, elle est pilotée à l'échelle nationale et puis régionalisée donc par tous les pilotes que vous voyez en bas à droite de la slide, l'État représenté par la DREAL, l'OFB, la région et les 2 agences de l'eau. Et elle est destinée aux communes et aux EPCI qui se lancent dans une démarche de progrès donc pour faire mieux que ce qu'elles faisaient déjà en faveur de la biodiversité. Et à l'issue d'un programme qui va être fourni donc à un comité de sélection, elle va pouvoir ou non obtenir une reconnaissance pour 3 ans sur les engagements qu'elle aura formulés et engagements de qualité en faveur de la biodiversité. Donc aujourd'hui en Occitanie, on a dans le réseau, c'est-à-dire dans tous les candidats qui ont candidaté au moins une fois à ce programme, eh bien on a 157 collectivités. Donc là, je vous propose la carte 2019-2004 puisque c'est un programme qui a été lancé avec la naissance de l'ARB la même année en 2019. Mais aujourd'hui, sur l'année 2025, on attend pour demain l'annonce des lauréats. J'ai vu qu'il y avait des candidats dans les participants aujourd'hui. Donc, a priori, c'est pour demain. Et aujourd'hui, je n'ai pas encore donc une carte tout à fait actualisée. Mais en tout cas, on s'aperçoit que tous les départements sont représentés et qu'il y a beaucoup de candidats et de lauréats, notamment autour des grandes villes de la région, puisque c'est là aussi qu'on va retrouver beaucoup de structures d'accompagnement, en particulier notamment les écologues qui sont là pour accompagner tous ces projets en faveur de la biodiversité. Alors, le principe et la philosophie de territoire engagé pour la nature, c'est vraiment que ce programme soit accessible à tous, accessible à toutes les collectivités, quelle que soit leur taille. On peut avoir des petites collectivités d'une quarantaine d'habitants, c'est arrivé, jusqu'à des grandes métropoles. Et puis, l'idée, c'est aussi que le niveau d'ambition de départ ne soit pas un critère. C'est vraiment la marche supplémentaire, la démarche de progrès, avec une vision politique sur le long terme, puisqu'on demande aussi une délibération du conseil municipal ou communautaire pour s'engager dans TEN, qui sont les critères prépondérants. Donc l'idée, c'est que la biodiversité soit prise de manière transversale dans toutes les politiques et les pratiques de la collectivité, et puis que ça apporte aussi une amélioration de la connaissance de la biodiversité, que ça puisse mobiliser tous les acteurs du territoire, citoyens, scolaires, agriculteurs, entreprises, etc. Et que ce programme puisse aussi permettre aux collectivités qui font des choses bien, de les valoriser dans des éléments, des stratégies de communication, qu'elles soient nationales ou locales. Donc, ce que ça va apporter d'être reconnu territoire engagé pour la nature, ce n'est pas des financements. On est sur un engagement volontaire qui peut être un critère de facilitation pour accéder à des financements. Vous connaissez peut-être les atlas de biodiversité communale. Eh bien, être TEN est un critère facilitant pour accéder à des financements pour se lancer dans donc, ces inventaires et ces actions de mobilisation au sein des communes et intercommunalités. C'est aussi être TEN, pouvoir accéder à des compétences, des connaissances, des ressources, et puis tout ce qui va être classiquement lié à de l'animation de réseau, puisque nous, on organise, comme ici, des webinaires, on organise des sorties sur le terrain avec des territoires qui ont déjà mis en œuvre leurs engagements et qui partagent leur expérience. Et donc, l'idée de la mise en relation au sein du réseau est particulièrement importante et c'est la plus-value finalement vraiment de ce réseau-là. Et ensuite, on retrouve toutes les dimensions valorisation, puisque l'OFB à l'échelle nationale propose par exemple de faire l'objet de podcasts, de vidéos, d'intégrer aussi les TEN dans des salons, de faire des fiches retour d'expérience et de les diffuser très largement à l'échelle nationale pour valoriser ce qui est fait dans les régions. Comment s'y prendre? Eh bien, sur le portail national de l'OFB, il y a un portail spécifique sur territoire engagé pour la nature. Il suffit de choisir ici, rejoindre le programme et choisir sa région. Et puis ensuite, on a la page qui décrit la philosophie de territoire engagé pour la nature dans sa propre région. Il y a des petits hiatus entre chacune des régions, mais les principes sont évidemment les mêmes d'une région à l'autre. Et ensuite, vous accéderez à un formulaire sous démarche simplifiée avec une trentaine de questions pour pouvoir évaluer justement le niveau de départ. Et ensuite, 3 grilles où décrire 3 engagements. Ce sont les 3 engagements qui vont traduire ce que vous allez lancer en termes de progrès sur la biodiversité dans votre territoire, pour ceux qui vont s'engager.
Donc, je vais vous faire un petit retour d'expérience de certaines actions qui ont favorisé la faune dans le bâti, la faune en ville, mais aussi en milieu rural, mais toujours dans des aménagements, et qui ont été reconnues par le comité de sélection TEN. Donc, le comité de sélection TEN, c'est le comité de pilotage que je vous ai présenté tout à l'heure, auquel on va adjoindre les services des DDT, des conseils départementaux, des parcs naturels régionaux et nationaux, mais aussi des services départementaux de l'OFB, des délégations des agences. On a vraiment un comité de sélection qui est très élargi et qui nous permet de produire des préconisations très précises sur ce que peuvent proposer les collectivités en matière d'action en faveur de la biodiversité. Donc, le premier retour d'expérience, il concerne les hirondelles en particulier, et notamment dans la commune de Saint-Orens-de-Gameville, qui a, dès l'élaboration de son PLU, inscrit dans le règlement la prise en compte de la biodiversité et le développement de zones refuges, dont des nichoirs, puisque grâce à une association qui est très active sur leur territoire, qui s'appelle Saint-Orens Nature, la Sonne, j'ai peut-être pas la déclinaison très exacte de son nom, mais avait vraiment identifié cette espèce comme étant importante sur la commune, et donc a permis d'avoir très en amont cette considération de l'espèce, et donc a pu décliner la protection dans la création de nouveaux nids, mais aussi et surtout la protection des nids existants. Comme on le disait tout à l'heure, c'est une obligation, et donc il a fallu ici acculturer la population, vraiment la sensibiliser, l'informer par des événements qui ont pu être organisés, et donc certains nids ont pu être protégés à ce titre. Il y a un certain nombre de nids artificiels qui ont été installés également. Il y a eu un suivi scientifique, et au bout de 3 années, on s'est aperçu que vraiment il y avait une bonne recolonisation des nids, puisque, et c'est essentiel lorsqu'il y a l'installation d'hirondelles, il est nécessaire qu'il y ait à côté de l'installation de bacs à boue le maintien de flaques humides pour que des nids naturels puissent aussi être construits par cette espèce-là. Alors, j'insiste un peu sur vraiment l'intégration en amont dans le PLU. Il y a un exemple qui est relativement connu en France, dans la ville de Toulon, puisque la ville de Toulon, pour préserver ses sites de nidification du martinet, cette fois-ci, avait vraiment mis en place des mesures en faveur de l'espèce dans des règlements de ravalement de façade et dans ces documents d'urbanisme. Donc, vraiment très intéressant et très important de prendre en considération ces problématiques de préservation des espèces en amont et dans les documents d'urbanisme. Alors, j'ai vu que la ville d'Albi était présente aussi dans la visio, donc je les salue, et qui est très célèbre justement pour pouvoir suivre au sein du clocher de la cathédrale Sainte-Cécile des faucons, avec même cette année encore la naissance de 3 fauconneaux. Il y a une webcam qui permet de les suivre en direct, c'est relativement intéressant, mais là, je vous propose un zoom en s'écartant un peu du centre-ville, au niveau du centre équestre, puisque dans le cadre de leur première candidature territoire engagé pour la nature, ils ont proposé un aménagement de bâtiments de centre équestre pour pouvoir favoriser aussi là le retour des hirondelles, avec un aménagement pour la récupération d'eau de pluie. Ils ont tiré profit un peu des pentes aussi sur ce terrain, et ont créé une mare. Se sont associés à la LPO, au SEN, aussi à des associations de chasseurs, notamment pour autour de cette mare créer des murs en pierre et justement créer des gîtes pour les reptiles. La mare, ce sera un gîte pour les amphibiens. Elle a été recolonisée très vite d'ailleurs, mais c'était important d'avoir cette marque pour pouvoir aussi faire profiter les hirondelles d'un apport de boue pour créer des nids naturels. Donc il y a une recolonisation par les hirondelles de bâtiments dans ce centre équestre qui a pu faire l'objet d'une reconnaissance territoire engagé pour la nature également. Là, on va aller plutôt sur les espèces plus emblématiques, et sur plutôt la partie donc héros de la région, avec la commune de Villeveyrac, qui avait, avec les communes voisines, élaboré un atlas de biodiversité communale autour d'une espèce emblématique de son territoire, le faucon tresserellette. Et ces faucons-là, ils sont rares, mais ils profitent des ouvertures de tuiles canal pour y construire leur nid, élever les poussins, donc entre mars et août. Et là encore, l'idée de toutes ces collectivités,
pour travailler ensemble autour de cette espèce a été de vraiment sensibiliser les citoyens pour préserver et accueillir des populations. Donc là aussi avec la LPO de l'Hérault. Et c'est un travail aussi qui a été salué puisqu'il y a eu une forte énergie déployée pour pouvoir maintenir des nids de faucons cresserellettes dans ce village. Ensuite, en sortant peut-être de la partie bâtiment, regardons plus large sur des zones d'activité. Là, on a avec la communauté de communes Porte d'Ariège-Pyrénées l'aménagement d'une zone d'activité qui s'appelle Gabriella, qui a été récemment inaugurée et puis qui a fait l'intervention d'un écologue vraiment en amont de l'aménagement de la zone d'activité. Donc là, ont été vraiment réfléchis la perméabilité des clôtures pour le passage de la petite faune. On a vu tout à l'heure que c'était important, notamment dans des espaces un peu larges comme ça et proches des espaces de nature, mais aussi des espaces très urbanisés. Il y a eu des travaux en fonction des périodes favorables aux espèces. Donc là aussi, évidemment, il y a eu avant un inventaire des espèces qui étaient en présence pour pouvoir adapter la construction. Et puis ensuite, des études des points d'éclairage pour éviter la pollution lumineuse qui impacte fortement la faune nocturne. Alors là, je me permets une petite parenthèse. On a parlé tout à l'heure de la pollution lumineuse et puis de vraiment des actions en faveur de son extinction pour pouvoir préserver cette faune nocturne. Sachez que sur le site de l'ARB Occitanie, nous avons des outils qui permettent aux collectivités de se saisir de ce sujet avec une exposition qui peut être mise à disposition de manière gratuite et puis aussi des argumentaires pour les élus et des flyers qui permettent d'aider aussi à l'organisation de réunions municipales sur ces sujets-là qui sont parfois effectivement questions à débat. Mais en tout cas, c'est vraiment un levier intéressant pour la préservation de la faune nocturne. Donc, n'hésitez pas à aller explorer ces outils que nous avons mis au point. Et enfin, dernier retour d'expérience de territoire engagé pour la nature, donc à la fois dans une commune des Hautes-Pyrénées, mais aussi dans le Sicoval, donc au sud-est de Toulouse, une communauté d'agglomération, vraiment travailler sur le jardinage au naturel pour préserver les hérissons, mais vraiment, ils l'ont accompagné de la connectivité des jardins et donc de la création de passages à la fois de propriétés privées à des espaces publics et entre propriétés privées. Ils ont vraiment essayé de travailler à la fois la connaissance de la présence du hérisson, mais aussi l'engagement des habitants en fournissant et en labellisant certains jardins et en fournissant là aussi des petits passages à hérissons comme on a pu les voir tout à l'heure sur les slides de Rodolphe. Et donc, du coup, c'est l'association aussi Nature en Occitanie qui a pas mal participé à ce type de dispositif. Et aujourd'hui, on sait que le hérisson est quasi menacé. C'est une espèce qu'on a l'habitude de voir dans nos jardins. Et donc, du coup, une action ici simple, mais en tout cas efficace pour la préservation des hérissons. Voilà, donc mon contact si jamais il y a des questions complémentaires. Merci beaucoup, Cécile. Je crois que, si je ne dis pas de bêtises, on a une question dans le chat. Oui. Baptiste. Donc on a une question de Mathilde Coursimo, j'espère que je le prononce bien. Une question pour savoir sous combien de temps les nichoirs artificiels visant les hirondelles rustiques ou de fenêtres ont-ils été colonisés et sur tous ceux qui ont été posés, combien ont été utilisés par les hirondelles? Alors, la première année, c'était plutôt pas mal. La deuxième année, c'était vraiment bien. Sur la commune de Saint-Orens, il y avait 38 nichoirs artificiels qui avaient été installés. Dès la deuxième année, il y en avait 29 qui étaient colonisés, me semble-t-il. Alors, j'ai le tableau quelque part, mais en tout cas, ils étaient vraiment satisfaits du résultat et ils avaient le résultat, c'était vraiment que l'installation de nids artificiels avait permis de compenser la perte de certains nids naturels qu'il y avait eu sur la commune. Et ils ont aussi mis en place un arbre, enfin une tour à hirondelles, donc là sur laquelle j'ai pas forcément les chiffres. Ok, super. Merci beaucoup, Cécile, pour cette présentation. J'espère que ça a motivé. J'ai vu dans la liste des inscrits qu'il y avait beaucoup de collectivités, si jamais. J'espère que ça les a motivés à rejoindre ce mouvement et ce programme. Et bon, donc Territoire engagé pour la nature sera réouvert début 2026 jusqu'à juillet 2026. Donc n'hésitez pas soit à prendre contact avec nous, soit à directement aller inscrire vos actions et vos progrès dans la plateforme. Merci beaucoup.
On va passer à la partie suivante sur l'intégration de la faune urbaine dans les projets bâtis avec Lucie Hirle de Coab. Et je te laisse la main. Merci. Bonjour à tous. Donc, Lucie Irles, je suis cofondatrice de la Scope Coab avec Maëlle Carmabon et on développe des solutions qui permettent de favoriser la faune en ville. Nos clients principaux sont les aménageurs publics et privés, mais on est souvent prescrit par des écologues ou des architectes. Donc, nos solutions sont des passages pour la petite faune. Donc, pour les écureuils au-dessus des routes, c'est ce qu'on appelle les écuroducs. C'est devenu notre spécialité et aussi un parpaing pour faire passer les hérissons dans les murs de clôture. Notre deuxième activité, c'est la fourniture de nichoirs qui s'intègrent dans les bâtiments. Donc, ces nichoirs, soit on les fabrique nous-mêmes, soit on les fait fabriquer en ESAT, par un ESAT, l'ESAT Thierry Albouy, qui est à côté de chez nous. Et bien sûr, toutes ces solutions les accompagnent de nos conseils, expertise et solutions de médiation. Donc, créer des habitats, ça ne s'improvise pas, c'est ce qu'on a vu dans les présentations avant. Et donc, c'est bien d'être accompagné. Pourquoi? Parce que les espèces qui sont inféodées au bâti, elles occupent des gîtes qui peuvent être très différents. On l'a vu aussi, de la fissure au comble spacieux, en passant par l'encadrement des fenêtres. Et chaque espèce, en fait, a des besoins tellement spécifiques qu'elle ne va pas utiliser n'importe quel abri. Et donc, c'est pour ça qu'il faut bien choisir les abris qu'on va intégrer. Et c'est pour cette raison aussi, d'ailleurs, que la plupart des espèces sont fidèles à leur gîte et qu'elles vont y revenir chaque année. D'où l'importance de créer des gîtes qui sont utiles et qui peuvent être utilisés. Donc, quelques petits points de vigilance. Un habitat artificiel inadapté peut devenir un piège pour l'espèce. C'est ce qu'on appelle une trappe écologique. Et donc, pour assurer la survie à long terme des espèces inféodées au bâti, il faut absolument leur créer des cavités qui sont adaptées à leurs besoins. Et donc, adaptées à leurs besoins en termes notamment de volume. Un volume qui n'est pas approprié peut nuire à l'espèce. Et là, j'ai un bon exemple à vous présenter. C'est l'équipe du CEF, donc du Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive à Montpellier, qui étudie donc les mésanges charbonnières. Et pour cela, ils ont beaucoup de nichoirs. Et donc au départ, ils proposaient des nichoirs de tailles différentes aux mésanges charbonnières. Et ils se sont rendus compte que les mésanges pondent en moyenne donc 9 œufs par nichée, mais que cette taille, en fait, elle varie en fonction de la taille du nichoir. Donc plus le nichoir est grand, plus elle va pondre d'œufs. Et donc ça pouvait aller jusqu'à 18. Et les mésanges préfèrent les grands nichoirs, c'est-à-dire que c'est vers eux qu'elles vont se tourner pour faire leur nichée. Pourtant, dans ces nichoirs, il y avait moins de succès à l'envol et pas mal de mortalité. Et c'était dû au fait que les mésanges, elles avaient trop de petits à élever et soit elles ne trouvaient pas la nourriture pour les alimenter, soit elles s'épuisaient et c'était trop. Et donc, en fait, ces grands nichoirs étaient contre-productifs par rapport aux nichoirs de taille moyenne. Et donc, dorénavant, l'équipe du CEF, par exemple, fait très attention au volume des nichoirs qu'elles utilisent. Donc ça, c'est un retour, on va dire, un retour d'expérience du CEF, mais ça peut être appliqué à d'autres espèces, évidemment. Il faut faire aussi attention à l'accessibilité. Donc l'accessibilité, c'est la hauteur, mais c'est aussi, par exemple, certaines espèces ont des préférences. Les chauves-souris et les martinets noirs aiment avoir un trou d'envol qui est très dégagé et en hauteur sur la façade. Et ça ne va pas être le cas, par exemple, des moineaux qui, eux, vont aimer avoir de la végétation à proximité pour se poster. Il faut faire attention aussi à la lumière qui est à proximité des trous d'envol. Rodolphe en a parlé. Et enfin, les deux derniers points qui sont très importants sont la température et l'hygrométrie à l'intérieur de la cavité. Et ces deux points, ils sont importants. Pourquoi? Parce que lors de l'incubation des œufs ou lorsque les petits sont encore nus et non volants, en fait, ils sont très sensibles aux températures. Et donc, si dans le nichoir, les températures augmentent jusqu'à 40-50 degrés, ça devient un vrai four et donc c'est un piège, ça devient une trappe écologique. Et donc, c'est pas un problème qu'on va trop retrouver dans les nichoirs qui sont posés dans des arbres parce qu'ils sont sous le couvert végétal et donc ils bénéficient de l'inertie thermique de l'arbre, mais c'est quelque chose qu'on va retrouver sur des nichoirs qui sont exposés sur des façades ou comme par exemple là la photo que je vous ai mis d'un arbre à nichoir. Est-ce que c'est une fausse bonne idée? En tout cas, c'est peut-être une œuvre d'art, mais pas une bonne idée pour la conservation des espèces à long terme. Et donc, quelques bonnes pratiques, c'est, on l'a dit et je le répète, se faire accompagner par un écologue et en amont du projet et qu'une expertise complète soit faite sur site pour plusieurs taxons et notamment les oiseaux et les chauves-souris. Mais en plus de cet accompagnement en amont, l'idéal aussi, c'est de faire un suivi des solutions qui ont été posées. Pourquoi? Parce que
on en est un petit peu au début et on a peu de retours d'expérience. Et justement, pour pas créer de trappe écologique et lorsqu'on va diffuser les solutions sur d'autres territoires, ben, c'est important d'avoir des retours et de savoir est-ce qu'elles fonctionnent ou pas. Et si elles ne fonctionnent pas, ben, de pouvoir les ajuster pour qu'elles puissent fonctionner. Après, ben, c'est important aussi d'intégrer les nichoirs dans les bâtiments plutôt que de les poser en façade. Comme je vous ai expliqué, ben, c'est par rapport aux températures et hygrométrie, hein. C'est-à-dire que la faune, elle est comme nous. Elle recherche ben, une inertie thermique et un confort thermique, que ce soit en hiver ou en été. Et elles veulent des températures stables, quelle que soit la saison. Donc, c'est important. Mieux le nichoir est intégré et plus les espèces vont bénéficier en fait de ce confort thermique. Et ensuite, ce qui ressort des différents projets, c'est que c'est important d'équiper plusieurs orientations, voire même toutes les façades du bâtiment. C'est une question qu'on nous pose souvent, sur quelle façade je mets le nichoir? Et donc, c'est vrai qu'il n'y a pas de préconisation parfaite. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut considérer chaque bâtiment comme un écosystème unique. Et en fait, on s'est rendu compte aussi qu'avec les changements climatiques et les variations brutales de température, ça oblige les espèces souvent à changer d'abri au cours de la saison ou au cours des saisons. Et donc, c'est un fait qui est souvent observé chez les chauves-souris qui peuvent changer plusieurs fois de gîte en l'espace de quelques jours. Donc, le fait d'équiper toutes les façades, ben, ça leur permet d'avoir des abris de substitution en fonction des conditions. Donc, pour réussir son projet, c'est important de choisir un nichoir qui est adapté. Et c'est là que nous, notre expertise intervient, c'est-à-dire que nous, on ne fait pas de diagnostic sur site, c'est-à-dire on ne fait pas le travail de l'écologue et on ne fait pas non plus le travail de l'aménageur. On vient se positionner au milieu et aider en fait à choisir la bonne solution pour les espèces ben, qui ont été ciblées et par rapport au type de construction. Donc nous, on regarde beaucoup le type de construction. Est-ce que c'est un bâtiment qui est déjà existant? Est-ce que c'est un bâtiment qui va être rénové et notamment avec une pose d'isolation thermique par l'extérieur? Ou est-ce que c'est un nouveau bâtiment qui va être construit? On regarde aussi le type de matériaux, c'est-à-dire ben, on ne traite pas pareil les bâtiments, par exemple, banche-béton, en briques ou ceux qui ont des ossatures bois. Alors, les solutions ne vont pas être les mêmes. C'est tout simplement en fait pour éviter, ben, par exemple, les points de rosée, les déperditions thermiques, etc. Et donc, nous, on va, en fonction de chaque projet, ben, proposer la solution qui nous semble la plus adaptée. Notre choix numéro un, Rodolphe l'a dit, ça va être toujours de conserver l'habitat qui est existant. C'est le mieux pour les espèces. Mais quand ce n'est pas possible ou quand c'est sur des créations de bâtiments, ben, on va aider à choisir le module, l'habitat artificiel à intégrer. Et donc, bien sûr, on propose les solutions qu'on développe nous, mais pas que. Et ça nous arrive souvent aussi de proposer d'autres solutions de partenaires ou de concurrents lorsqu'elles sont plus adaptées pour les espèces et au type de bâtiment. Là, maintenant, je vais vous présenter quelques solutions qui sont possibles. Donc, ici, vous avez sur un bâtiment qui est existant, une rénovation thermique avec poste d'ITE. Alors, je suis désolée, c'est une maquette, car malheureusement, comme on envoie nos solutions, ce n'est pas nous qui les intégrons dans les bâtiments. Ce sont les entreprises qui ont les lots. Donc là, en l'occurrence, les entreprises qui ont le lot façade, qui l'intègrent. Et donc, on a très peu de photos et j'ai pas de photos de ces tunnels d'accès dont Rodolphe a parlé aussi. Et donc, en fait, le but de ces tunnels d'accès, c'est lorsqu'on a une rénovation thermique avec poste d'ITE, donc isolation thermique par l'extérieur, de conserver l'habitat existant. Donc, sur la maquette, vous voyez la fissure. Donc, il faut s'imaginer que derrière cette fissure, ben, c'est l'ancienne peau du bâtiment. Et derrière, donc, on a ben, l'habitat de chauves-souris qui sont fissuricoles. Donc, ces chauves-souris, plutôt que de poser l'ITE et de boucher leur habitat et de leur donner un nouveau gîte, par exemple, ben, l'idée, ça va être de leur mettre un conduit d'accès. Comme ça, elles peuvent continuer à aller dans leur habitat. Mais comme vous pouvez voir, ce tunnel, il est un peu spécial. Il est très rétréci à l'entrée. Ça, c'est pour éviter que, par exemple, des moineaux ben, colonisent le tunnel. Et après, il s'élargit tout simplement parce que ben, lors des sorties de gîte ou entrées de gîte, les chauves-souris, il y a un sacré va-et-vient de la colonie. Donc, c'est pour leur permettre d'avoir un espace un petit peu plus grand et voilà, et de pouvoir accéder plus facilement à leurs fissures. Une autre solution, c'est par exemple sur un bâtiment existant, on peut venir carotter le mur. Donc, il faut s'imaginer par exemple un bâtiment en pierre ou en banche-béton dans lequel on va venir carotter avec une carotteuse béton qui est utilisée pour faire du passage de gaines électriques ou de climatisation. On va venir carotter et ensuite ben, intégrer le nichoir
On le protège, notamment si c'est un enduit, et ensuite, on vient faire jointage et finition. Là, vous avez des photos. C'est un exemple c'est le siège social de l'OFB en Lozère, où voilà, plusieurs nichoirs ont été intégrés. Et donc là, c'est la forme du nichoir qui est venue, comment dire, elle est faite en fonction de l'outil qu'un outil qu'utilisent beaucoup les entreprises du bâtiment. Parce que l'idée, c'est aussi de leur faciliter le travail pour qu'ils puissent facilement intégrer les nichoirs et du coup qu'ils aient envie de le faire. Là, vous avez une autre solution, c'est lors d'une rénovation thermique avec poste d'isolation par l'extérieur. Donc, c'est à Bourges, des bailleurs sociaux, Val-de-Berry, qui ont été accompagnés par le Muséum d'histoire naturelle et par l'équipe des écologues de Chauffe qui peut. Et donc, plusieurs nichoirs ont été intégrés. Là, vous voyez un nichoir pour pipistrelle, enfin un gîte pour pipistrelle, qui est entièrement pris dans l'ITE. Il y a même de l'ITE donc devant. On voit juste après sur le résultat final qu'il n'y a que la fente d'envol qui est visible. Donc, c'est une intégration qui est très esthétique. Et du coup, là, on a bien des chauves-souris qui auront un confort thermique puisque tout leur gîte est pris dans l'isolation. Enfin, une autre solution, donc là, c'était un bâtiment à la construction. C'est le siège social de la LPO Occitanie qui a réalisé une extension de son bâtiment existant en briques. Et donc là, on leur a fourni des briques nichoirs. Donc, c'est des briques qu'on a développées avec la Scope Bouillet-Leroux. C'est tout simplement une de leurs briques dans laquelle on vient faire des modules pour les oiseaux, donc des nichoirs. Et ça permet en fait aux aménageurs de monter très facilement ces nichoirs, puisqu'en fait, au lieu de mettre une brique normale à l'emplacement qui a été donné par l'écologue, ils vont mettre cette brique nichoir. C'est une intégration qui est très facile et aussi qui est conforme, puisque les briques sont testées par Bouillet-Leroux. Donc, du coup, elles répondent aux normes de construction. Donc, il y a ces clés en main pour les aménageurs. C'est très facile à mettre en place. Pour terminer, oui, quelques résultats. Alors, il faut savoir que l'intégration de nichoirs dans le bâtiment, ça se fait depuis une dizaine d'années. Les précurseurs, ça a été le Muséum d'histoire naturelle de Bourges. Mais on va dire que sur d'autres territoires, ça se fait un peu plus souvent depuis à peu près 3 4 ans. Et on a peu de résultats d'occupation parce que malheureusement, il n'y a pas toujours des écologues et surtout, il n'y a pas toujours de suivi qui est réalisé. Mais par contre, les résultats aujourd'hui qu'on a des gîtes qui ont été intégrés sont très positifs. Comme vous pouvez voir, en haut, par exemple, une nichée de rouge que noir. Vous voyez au milieu et en bas des chauves-souris qui occupent les gîtes qui sont intégrés. La photo de droite, c'est l'équipe du muséum qui réalise le suivi annuel lors de l'hibernation des chauves-souris. Donc, ils font ce suivi avec un endoscope ou avec une perche et un miroir pour voir est-ce que les gîtes sont occupés ou pas. Donc, pour la faune, ça semble plutôt positif. Et après, par rapport aux aménageurs, les premiers gîtes qui ont été intégrés, il y avait beaucoup de doutes à lever, et notamment sur les déperditions thermiques. Et donc là, il y a une étude qui a été réalisée, j'ai mis le lien, donc vous pouvez cliquer si vous souhaitez la télécharger, pour savoir est-ce que les gîtes intégrés vont occasionner des déperditions thermiques. Et il faut savoir que si on respecte une certaine proportion de gîtes par rapport à une surface de bâtiment, en fait, elle reste négligeable et tout à fait respectueuse de la réglementation en vigueur. Donc, c'est pas un point, voilà, c'est pas un point négatif. Et tout ça, ça se calcule et c'est tout à fait possible d'intégrer des gîtes et de rester en fait dans des normes qui sont tout à fait acceptables. Et enfin, une étude un peu plus récente qui date de mai 2025 et vous pouvez retrouver dans la revue de la SFEPM L'Envol des Chiro, qui a testé les températures à l'intérieur de plusieurs types de gîtes, dont deux en bois, un qui est très vertical et un qui est un peu plus horizontal, et un nichoir en béton de bois. Et ce qui est ressorti de cette étude, c'est que les nichoirs en bois, en fait, tamponnent beaucoup mieux les variations de température, notamment parce que ils sont entièrement, eux, intégrés dans l'ITE, alors que les nichoirs en béton avaient la face avant, en fait, qui est contre le crépi, donc sans ITE pour faire tampon. Et du coup, que les chauves-souris préfèrent les gîtes en béton, préfèrent les gîtes en bois, et notamment le gîte en bois vertical qui a présenté moins de variations thermiques. Donc, comme quoi les températures, elles sont très très sensibles aux températures
et leur fournir un habitat qui est stable thermiquement, c'est vraiment une des clés du succès. Enfin, pour terminer, voilà une petite vidéo qui nous a été transmise par Amélie Chrétien du Muséum d'histoire naturelle de Bourges. Et vous voyez donc dans un des gîtes intégrés, une colonie de noctules communes qui est en hibernation. Et ça, c'est que l'entrée du gîte, c'est pas la partie supérieure. Donc on peut imaginer qu'il est vraiment bien occupé par de nombreux individus. Voilà, je vous remercie beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Hop, je reprends le contrôle de la présentation et merci beaucoup pour cette vidéo qui est vraiment adorable. Je crois qu'on a une question, non? Oui, il y a une Mathilde. question de Laurent Bourgoin qui demande comment se fait le nettoyage des nids encastrés en briques qui ne sont pas ouvrables. Oui, alors ça, c'est un gros sujet. Et nous, au départ, notre première gamme, c'était des gîtes et des nichoirs qui s'ouvrent pour pouvoir les nettoyer. Alors, il faut savoir que les espèces pour lesquelles il faut absolument nettoyer, enfin, absolument, il faut plutôt nettoyer, c'est par exemple les mésanges. Pourquoi? C'est parce qu'elles ont tendance à empiler les nids d'année en année, donc au bout d'un moment, la cavité est plus utilisable. Les moineaux aussi parce qu'ils apportent beaucoup de matériel, mais heureusement, toutes les espèces qui sont très haut dans le bâtiment, comme par exemple les martinets noirs ou les chauves-souris, on n'a pas besoin de nettoyer. Donc, martinet noir, c'est tout simplement parce qu'il accumule peu de matériel dans le nid, donc il y a pas de besoin. Et après, il faut savoir que beaucoup d'espèces, en fait, elles récupèrent les sacs fécaux de leurs petits et soit elles les consomment, soit elles les jettent plus loin. Donc c'est pas vraiment extrêmement sale. Il y a pas, ça nécessite pas un nettoyage. Pour les chauves-souris, le gîte, il a une forme de L et il s'auto-vidange tout seul avec les allées-venues des chauves-souris, donc c'est pas non plus un souci. Ça va être plutôt pour les semi-cavicoles comme les rouges-queues, les mésanges et donc les moineaux. Et eux, en fait, ils sont sur des hauteurs qui sont moindres, c'est-à-dire qu'on va les retrouver plutôt autour de 3 mètres. Ça reste encore accessible à l'échelle pour nettoyer. Mais après, il faut savoir que le nettoyage, par exemple, toutes ces espèces en milieu naturel ou lorsqu'elles utilisent une cavité de bâtiment qui est existant, il n'y a personne qui vient nettoyer. Donc, c'est pas non plus, comment dire, un souci ultime. Et l'idéal, quand on ne peut pas nettoyer, c'est de venir poser plusieurs cavités. Comme ça, quand la mésange elle aura bouché la première cavité, elle utilisera une autre. Et après, pourquoi on va de plus en plus vers des nichoirs qui ne s'ouvrent pas? Tout simplement parce qu'en fait, ils sont mieux isolés thermiquement quand ils n'ont pas une face c'est ce que j'ai expliqué, donc ils n'ont pas une face qui est à fleur de peau du bâtiment. Et c'est vrai que dans l'idéal, si on peut mettre un peu d'isolant ou d'isolation sur le gîte ou le nichoir, ça apporte un confort thermique à l'intérieur. Donc il y a un peu voilà, un duel entre apporter une cavité qui est confortable ou apporter une cavité qu'on peut nettoyer. Je viens de voir que j'avais pas mon micro. Merci beaucoup, Lucie. Euh, Je vois qu'il y a une autre question. Je pense qu'on peut la prendre et après on va rush sur la dernière présentation. Enfin, on va aller sur la dernière présentation plutôt. Question de Florence Carniac qui se demande si on sait une proportion de colonisation des gîtes et nids artificiels par d'autres espèces potentiellement indésirables. Est-ce que c'est fréquent ou plutôt rare sur vos retours d'expérience? Et est-ce que ça pourrait poser problème avec des gîtes non ouvrables? Alors, c'est une très bonne question. On nous la pose souvent. Les aménageurs, en fait, ils ont peur qu'il y ait des guêpes ou des frelons dans les nichoirs qui sont intégrés. Et en fait, à ma connaissance, tout ce qui est guêpes et frelons, ils aiment bien justement quand c'est très chaud. D'ailleurs, on va les retrouver souvent dans des parpaings ou par exemple, si vous avez un portail métallique, vous pouvez être sûr qu'ils sont dans le tube parce que c'est des températures qui sont très élevées. Et justement, quand les nichoirs présentent peu de variations thermiques, on a l'impression qu'il y a moins, en fait, ils sont moins colonisés par des espèces qui pourraient être vues comme indésirables, hein. Mais donc nous, actuellement, on n'a pas de retour d'expérience voilà, avec d'autres espèces qui ont colonisé, justement parce que c'est ce que aussi j'ai essayé d'expliquer, c'est-à-dire que quand les habitats sont bien conçus, comme par exemple, vous voyez, le tunnel d'accès pour les pipistrelles, on l'a bien réduit. Et en fait, il est fait de façon à ce que il est ciblé pour l'espèce pipistrelle. Bien sûr, peut-être voilà, d'autres espèces pourraient quand même réussir à le coloniser, mais quand les habitats en fait sont bien construits et faits pour les espèces ciblées, normalement, ils sont moins colonisés par d'autres.
Et donc, pour l'instant, on n'a pas de retour d'expérience, mais il faut savoir que nous, on fait de l'intégration de nichoirs depuis 3 ans. Donc, peut-être que dans les années à venir, on en aura, notamment parce que ces espèces perdent aussi de l'habitat et se replient vers d'autres habitats. Voilà. Et donc, est-ce que ça pourrait poser un problème avec des gîtes non ouvrables? Ben oui, parce que pour le coup, on ne pourrait pas facilement accéder à la colonie. Admettons, si on prend un exemple, une colonie de frelons qui s'est mise dans un de nos nichoirs, du coup, on ne pourrait pas accéder facilement. Mais après, il faut savoir qu'en général, quand ça arrive, on appelle une entreprise de destruction et eux, ils utilisent souvent des produits et les produits vont être insérés par le trou d'envol. Voilà, donc ça serait quand même possible, mais après, voilà, il ne pourrait pas évacuer la colonie, par exemple, de frelons qui serait morte à l'intérieur du nichoir. Super intéressant, merci beaucoup pour ces retours. N'hésitez pas si vous avez encore des questions. Peut-être que Lucie pourra y répondre aussi dans le chat il y a d'autres questions qui arrivent. Et nous allons passer à la dernière partie, du coup, le retour d'expérience de la rénovation du Conservatoire d'espèces naturelles d'Ariège, présenté par Morgane Martinez-Batz. Et je te laisse la main pour ta présentation. Bonjour à toutes et à tous, merci Léa. Je prends le contrôle sur la présentation, c'est bon. Alors, moi je m'appelle Morgane Martinez-Pat, je suis assistante de direction de l'ANMA, Conservatoire d'espaces naturels à Ariège. Et j'étais en charge du projet de la création de la Maison de la Biodiversité à Cos. Donc, c'est un projet qui a été porté par l'ANA Conservatoire d'espaces naturels Ariège financièrement avec le soutien de l'État, avec le soutien de l'Europe à travers des fonds leaders, avec l'aide aussi du département de l'Ariège, de l'agglomération de Foix-Varie et de multiples financeurs privés et le soutien technique aussi de partenaires sur le territoire. Donc, nous sommes une association loi 1901 qui existe depuis 1989 et nous agissons sur le territoire ariégeois depuis donc 35 ans pour faire connaître, préserver et valoriser la biodiversité ariégeoise. Nous participons à des programmes d'amélioration de la connaissance de la faune, de la flore, des habitats et de leur fonctionnalité. Nous sommes gestionnaires de sites conservatoires sur environ 3000 hectares, près de 50 sites. Nous accompagnons les porteurs de projets publics et privés dans la prise en compte des enjeux de biodiversité. C'était le cas, par exemple, pour le projet qui a été évoqué tout à l'heure sur la zone d'activité de Gabriella par Cécile. Et enfin, nous menons toute une action autour de l'éducation à l'environnement et de la sensibilisation de tous les publics. On a des publics qui vont de la toute petite enfance en crèche jusqu'au grand public, en passant par les élus, les techniciens, des collectivités, les scolaires, les étudiants, enfin plein de monde. Donc pour nous, ça faisait sens sur notre projet de bâtiment de mettre en avant les valeurs qu'on porte en termes de préservation de la biodiversité. Donc nous avons créé entre 2021 et 2024, en gros, ce projet de la Maison de la Biodiversité, avec d'abord une phase d'études et ensuite des travaux qui se sont déroulés entre octobre 2022 et juin 2024. L'objectif, c'était de créer un tiers-lieu dédié à la biodiversité par la rénovation d'un corps de ferme dont on souhaitait faire un site un site expérimental pour montrer le lien entre biodiversité et bâti. Un site qui mette en avant les techniques de l'éco-construction. Et on a préféré faire une rénovation plutôt qu'une construction neuve pour être accord avec les objectifs de zéro artificialisation nette que bien sûr on soutient. Donc ce bâtiment, il est situé à Cos, c'est à proximité immédiate de Foix. Donc c'est une commune rurale, mais vraiment en périphérie de la ville. Donc un cadre quand même assez préservé, mais en même temps qui a été
on est sur un espace rural où il y a eu de l'intervention humaine et pas mal de remblais sur les espaces à proximité. Enfin, c'est pas parce que c'est rural que la biodiversité, elle est forcément exemplaire et préservée. Donc, l'objectif de ce site, c'est de contribuer au développement des démarches et des pratiques éco-citoyennes dans les domaines à la fois de la gestion des espaces naturels et de la biodiversité et du bâtiment. Donc sur notre lieu, on a quand même pas mal d'activités différentes. Il y a tous nos locaux de bureaux, bien sûr, mais on a aussi un centre de ressources, donc une bibliothèque principalement, qui est ouverte au public un jour et demi par semaine en accès libre et sur rendez-vous. On a un pôle d'information et de vulgarisation où on organise donc pas mal d'activités sur site. Ça peut être des ateliers pratiques, des conférences, des rencontres, des expos, un club nature aussi pour les enfants. Et on a aussi un laboratoire d'expérience avec un labo bien équipé qui nous permet de faire des ateliers avec des bénévoles dédiés aux sciences naturelles et à la gestion des espaces naturels. Voici le bâtiment avant qu'on le rénove. Donc, vous pouvez voir que c'est un corps de ferme. Il avait été partiellement rénové au niveau de la tour ici en 2005. Et ensuite, tout le reste était complètement dans son jus. Voici le bâtiment après rénovation. Donc le bâtiment en lui-même, il est fini, il est occupé, nous y sommes. Il nous reste encore pas mal de travail sur les extérieurs, mais j'y reviendrai juste après. Donc l'objectif sur cette réno, c'était d'intégrer des dispositifs favorables à la biodiversité tout en ayant une performance énergétique exemplaire pour une rénovation. Parce qu'en fait, c'était important pour nous de faire le lien entre les deux parce qu'on se rend compte qu'avec la volonté de faire des économies d'énergie, on a tendance à faire des travaux, notamment d'isolation thermique par l'extérieur, où on se retrouve à boucher des fissures et tout ça qui historiquement étaient des habitats. Donc pour nous, c'était aussi important d'intégrer des nichoirs et des gîtes pour les chauves-souris qui permettent de créer des nouveaux habitats qui n'existaient pas avant. Notre objectif suprême, ce serait d'avoir plus d'espèces maintenant qu'il y en avait précédemment dans le bâtiment. Voilà, je vous ai mis les plans en coupe qui ont été faits par l'atelier d'architecture Besson-Bols, qui sont les architectes qui ont travaillé sur le projet, pour décrire un petit peu les espaces. J'espère que les animations fonctionnent. Oui, c'est bon. Donc, sur la partie au vent, donc c'était initialement une partie qui était ouverte à tous les vents, qui servait d'espace de stockage pour la commune. Cet espace-là, il a été fermé par des murs en ossature bois, isolés en fibre de bois, avec du bardage sur toute la hauteur. Et les murs qui étaient en pierre à l'intérieur ont été isolés par l'intérieur à l'aide de terre-chanvre projetées, recouverts par des enduits à la chaux. Sur le milieu du bâtiment, on a une tour donc, qui avait été partiellement rénovée. Les façades avaient été refaites et on a eu la volonté de ne pas les retoucher. Donc c'est pour ça que sur cette partie du bâtiment, on est isolé par l'intérieur avec de la fibre de bois. Et sur le plancher haut du R+2, on y reviendra juste après. C'est de la ouate de cellulose qui est soufflée mais en caisson. Vous verrez pourquoi. Je vous mets un petit suspense. Et enfin, sur la partie longère, donc là, on était vraiment sur un corps de ferme, grenier à foin, des mangeoires pour les animaux au rez-de-chaussée. Enfin, c'était l'étable. Ici, toute la charpente, elle a été intégralement changée. Le plancher intermédiaire aussi, parce que trop ancien. Et on est passé sur une isolation thermique par l'extérieur avec de la laine de bois et de la fibre de bois rigide où il y a des nichoirs qui ont été encastrés. On va le voir juste après. Sur tout le bâtiment, on a exigé des artisans qu'ils ne travaillent qu'avec du bois des Pyrénées, que ce soit pour les menuiseries ou la charpente et les ossatures de cloison. Il y a eu pas mal de réemploi de fait, des poutres de l'ancienne charpente, que ce soit en poteau porteur ou dans des ossatures de cloison.
On a certains doublages et des cloisons qui sont faites en terre-chanvre, une chaudière à granulés, des toilettes secs uniquement sur tout le bâtiment. On est vraiment dans une recherche d'exemplarité sur la sobriété, tant dans les techniques constructives que dans les usages une fois que le bâtiment en fonctionnement. Donc du coup, pour revenir au cœur du sujet qui nous concerne aujourd'hui, l'intégration de la biodiversité dans le bâti sur la maison de la biodiversité, elle est passée par la mise en œuvre de nichoirs encastrés. Donc là, ici, ce sont les nichoirs encastrés non isolés. Donc on a sur le pignon de la tour des nichoirs à martinet pour lesquels on a fait des carottages exprès pour les intégrer. On a profité aussi de cavités existantes sur le bâtiment pour intégrer des nichoirs pour d'autres espèces. Donc, on a un nichoir à chouette et frais et un nichoir à faucon cresserelle qui ont été intégrés comme ça dans le bâtiment. On a mis en œuvre toute une série de nichoirs non encastrés. Des nichoirs pour les moineaux, pour les mésanges bleues, charbonnières, pour les rouges-queues, pour les étourneaux, pour la chaude chevêche. On a aussi des nichoirs à hirondelles et un faux volet pour les chauves-souris. Donc sur tous ces nichoirs-là, je le précise maintenant, mais ça sera aussi le cas pour la diapo suivante, on a été accompagné par Coab. Donc c'est aussi pour ça qu'on se retrouve ensemble aujourd'hui dans cette vidéo. Et enfin, voilà, on a intégré aussi des nichoirs encastrés dans l'isolant. Les fameux gîtes à chauve-souris que Lucie présentait précédemment. Donc, ce sont des gîtes à chauve-souris qui se posent entre les montants d'ITE. Donc, il y a de l'isolant qui est placé derrière le nichoir. Donc, on n'a pas de perte en termes de performance énergétique. Par-dessus le nichoir, il y a la fibre de bois rigide qui est posée. Ensuite, du pare-pluie. Ensuite, le bardage. Enfin, le litonnage, bardage. Donc au final, on voit que les bouches sur la façade du bâtiment et ça s'intègre très bien d'un point de vue architectural. Euh, et pour avoir vraiment la biodiversité au sein du bâti, on a carrément réservé une pièce pour les chauves-souris. Au sommet de la tour, on a ce qu'on appelle le grenier rhinolophe. Donc là, on a préservé le volume pour qu'il puisse être accessible pour les chauves-souris. Pour pas y perdre en termes de qualité énergétique, on a une isolation en comble perdu sur le plancher du R+2 en boîte de cellulose soufflée, et non pas en chaîne-vote comme c'était prévu initialement sur le plan là. Et en fait, les charpentiers ont créé des caissons pour souffler la ouate et pour pouvoir poser un platelage par-dessus. Donc, il y a un platelage en aglo qui sert de plancher de fortune. En fait, on n'a pas spécialement besoin d'y aller, nous, si ce n'est pour nettoyer s'il y a des déjections. Donc, on a essayé de faire un truc très simple et qui match quand même d'un point de vue perméabilité à la vapeur d'eau. Et on a sur le toit une chiroptière donc, qui a été faite sur mesure et qui est un prototype qui a pour objectif de permettre aux chauves-souris de rentrer dans le grenier et d'y faire leur vie tranquillement sans qu'on les dérange et sans qu'elles nous dérangent. Au bout d'un an, on observe des premiers résultats. La bonne nouvelle, c'est qu'on a eu des chauves-souris extrêmement rapidement dans les gîtes, dans le bardage. Dès septembre 2024, quand on s'est installé dans le bâtiment, il y a eu des pipistrelles tout de suite dans les gîtes en façade. Cet automne, on a aussi nos chiroptérologues qui ont observé une noctule de Leisler en septembre 2025. Observation dont on était particulièrement content parce que c'est une espèce qui est assez rare et peu connue. À ma connaissance, on ne lui connaît pas de gîte de reproduction. Donc, on espère qu'elle a repéré le lieu et qu'elle viendra s'y reproduire. On a eu une tentative de reproduction d'un couple de faucons cresquels qui s'était installé dans le nichoir à effraie. Les œufs n'ont pas éclos, mais en tout cas, ils sont venus faire leur nid ici. Donc,
c'est c'est possible qu'ils retentent. Et on a eu des reproductions immédiates de moineaux, de mésanges, de rouge-queue. J'ai pas précisé, mais le bâtiment, il est orienté est sur la façade que je vous ai montrée. Et tous ces nichoirs posés, ils ont été posés préférentiellement sous les débords de toiture côté est pour éviter aussi les surchauffes en été. Et également pour qu'ils se voient bien pour le public parce que ça a vocation à être aussi démonstratif. Le point négatif qu'on observe, c'est qu'on n'a pas de chauve-souris dans le grenier. Donc notre grenier à chauve-souris, pour l'instant, il est vide de ses occupants. La probable cause, c'est que la chiroptère, elle est trop longue. Donc, comme je le disais avant, c'est un prototype. Donc, on tente des choses et puis on voit si ça marche ou pas. Là, on a vu que ça marchait pas. Donc, elle va être recoupée, donc le tunnel raccourci pour qu'elles aient pas à battre des ailes dans un tunnel long. Donc, on va la modifier cet hiver. Le tout, c'est de trouver le bon juste milieu entre entrée des chauves-souris possible, mais pas entrée de la pluie, pour éviter d'avoir des inondations à cause de ça. Le retour d'expérience qu'on peut faire sur ce projet aujourd'hui, euh, si je peux me permettre, c'est déjà avant le démarrage du projet, on a- en fait, donc le Conservatoire d'espaces naturels étant un repère d'écologues, on a identifié les espèces qu'il fallait qu'on intègre dans notre rénovation. Donc nous, les conseils d'écologues, on l'avait en interne, mais en tout cas, sinon, il faut y avoir recours pour savoir faire les bons choix en matière de gîtes et de nichoirs. Et nous avons comme ça pu décrire les dispositifs favorables à la biodiversité intégrés dans le programme. Euh, et ça, on l'a mis dès la consultation pour recruter une équipe de maîtrise d'œuvre. Donc, nous, maîtrise d'ouvrage, on est arrivé avec cette demande-là directement dans notre cahier des charges à destination de la maîtrise d'œuvre. Ensuite, en phase de conception, donc en impliquant aussi les architectes, on a impliqué aussi nos écologues auprès des archis pour positionner les dispositifs de façon pertinente pour les espèces cibles. On a demandé aux architectes de bien prévoir les lignes biodiversité de façon claire et détaillée dans les cahiers des charges pour les artisans et dans les DPGF des travaux pour qu'ils ne soient pas surpris et que ça ne soit pas sujet à controverse de dire ah ben non mais ça c'était pas prévu, je le fais pas. Elles ont aussi intégré dans les consultations des plans assez précis pour l'intégration des nichoirs encastrés. Pareil, parce que c'est une compétence que la plupart des artisans n'ont pas encore. Mais ça les a super intéressés parce qu'ils se sont dit que c'était vraiment la compétence de demain aussi de pouvoir intégrer des, des nichoirs et des gîtes encastrés. Euh, on, s- on a noté aussi qu'il fallait se méfier de la taille et carottage parce que c'est sans doute pas la même chose pour toute l'Occitanie, mais en Ariège, il n'y a pas d'entreprise spécialisée pour faire des gros carottages. Donc, il faut faire attention à pas se mettre une balle dans le pied, à prévoir des carottages exprès spécifiques pour des gîtes et que derrière, on fasse venir des entreprises juste pour ça. Dans ce cas-là, il vaut peut-être mieux voir s'il n'y a pas des cavités existantes qu'on peut occuper. Et enfin, l'idée, c'était aussi d'avoir une vision d'ensemble de tous les dispositifs mis en œuvre pour éviter d'avoir des éléments contradictoires entre les nichoirs installés. Avant le démarrage des travaux, j'ai mes collègues écologues qui sont passés pour vérifier qu'on n'avait pas de gîte, sinon on aurait dû mettre en place des, euh, euh, des mesures d'évitement ou de compensation pour les espèces. Et mes collègues font aussi ça sur des projets à l'extérieur pour des aménageurs. Et en fait, il existe des solutions pour éviter le dérangement des espèces. Et enfin, pendant les travaux, pour nous, maîtrise d'ouvrage, ça a été assez indispensable d'être régulièrement sur le chantier pour pouvoir guider les artisans dans la pose. On est passé proche des nichoirs à martinet à l'envers parce que pour eux, ça coulait pas de source, que le trou d'envol il soit en bas. Donc voilà, c'est pour l'anecdote, c'est le genre de choses auxquelles on a pu faire face pendant le chantier. Euh,
Maintenant, faire des aménagements favorables à la biodiversité dans le bâti, c'est bien. Leur permettre d'avoir le gîte, c'est extrêmement important. Mais ensuite, pour nous, c'était aussi important qu'on puisse proposer aux espèces le couvert, c'est-à-dire qu'elles aient aussi à manger sur le secteur. Et pour ça, on est en train de faire des aménagements extérieurs qui sont aussi favorables à la biodiversité à travers un programme assez ambitieux d'aménagement sur des espaces communaux qui nous sont mis à disposition par la commune. Donc, on a un programme qui embarque de la revégétalisation avec de la plantation d'arbres, de la plantation de haies, euh, des haies où les végétaux ont été aussi choisis selon le référentiel planton local de Arbre Occitanie pour faire quelque chose de cohérent et avec aussi le regard de nos botanistes pour pouvoir cibler des espèces végétales qui soient adaptées spécifiquement au milieu qu'on a ici à Cos. On a pour projet de rouvrir une partie du réseau d'évacuation des eaux pluviales du bâtiment pour les rediriger vers une noue et qui viendra alimenter une mare débordant dans une zone humide existante. On a déjà aussi recreusé un fossé en pied de talus qui permet d'être en eau de façon temporaire. Et ça vient recréer des zones humides et des connectivités entre ces zones humides, ce qui permet de favoriser la biodiversité, mais aussi la ressource en eau, en qualité, en quantité. Nous avons commencé à construire des murets en pierre sèche pour favoriser l'habitat des reptiles. Dans les murets en pierre sèche, il faut savoir qu'il y a 40% de vide. Donc, en fait, naturellement, ça crée de l'habitat pour les reptiles. Et enfin, on va végétaliser les pieds de façade aussi pour apporter de la fraîcheur et permettre la présence d'espèces aussi d'insectes et tout ça qui viendront se nourrir dessus. Voilà, j'ai terminé cette présentation. J'ai essayé de faire succinct. N'hésitez pas à nous solliciter si vous avez envie de venir voir parce que c'est tout à fait possible d'organiser des visites. On le fait régulièrement et on adore faire ça. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup, Morgane. C'est vraiment un projet incroyable. Je te l'ai déjà dit, mais je le redis. Je pense d'ailleurs qu'il est New European Bauhaus compatible, à mon avis. Mais c'est un autre sujet. Je crois qu'on a eu des questions, Baptiste. Est-ce que tu Ouais, veux je bien vais nous... prendre les questions. Il y a eu pas mal de questions, donc je vais en poser une première qui va en combiner plusieurs. En fait, c'était un petit peu sur un retour d'expérience sur tous les gîtes qui ont été installés. Donc notamment savoir euh, l'intérêt entre le faux volet et les gîtes encastrés, pourquoi ce choix-là et quel intérêt des faux volets. Ensuite, il y avait aussi un besoin de précision de retour d'expérience du taux d'occupation sur la globalité des gîtes qui avaient été installés sur le projet. Et il y avait notamment une interrogation sur ce qu'il y avait pu avoir des comportements concurrentiels entre la chouette effraie et les faucons cresserelles. Ok. Du coup, pour le faux volet, il est pas actuellement occupé, mais en fait, on a aussi diversifié les gîtes à des fins démonstratives et aussi de recherche pour savoir qu'est-ce qui est aussi préféré par les différentes espèces de chauves-souris. Donc, c'était pour avoir plusieurs habitats différents, en fait. Donc, on a fait les deux et ça permet aussi de montrer comment techniquement ça peut être mis en œuvre parce qu'en fait, en Ariège, on assure le SOS chauve-souris et c'est extrêmement fréquent il y ait des particuliers qui nous sollicitent parce qu'ils ont des problèmes de chauve-souris derrière les volets. Et du coup, c'est une solution qu'on leur propose en fait d'installer des faux volets. Et comme ça permet d'en avoir un chez nous qui puisse, euh, qui puisse servir de démo. Donc ça peut être redondant hein, parce que les pipistrelles, elles peuvent aller autant dans les gîtes encastrés que derrière le faux volet, quoi. Concernant les taux d'occupation, très franchement, on n'a pas mesuré. Euh, En fait, on n'a pas tout à fait fini aussi les dispositifs de surveillance de nos gîtes. Ce qu'on sait quand même, c'est qu'il y a des espèces qu'on n'a pas vues du tout.
on n'a pas vu les martinets. Les gîtes à hirondelles, ils ne sont pas occupés. Mais il faut dire qu'on a de la concurrence avec une grosse colonie sur une maison juste à côté où, euh, où elles ont leur gîte naturel. Et en fait, tant mieux si elles continuent à utiliser aussi leur gîte naturel. Je l'ai pas dit, mais nous, on leur a laissé des flaques de boue quand même si jamais elles ont envie d'en construire aussi elles-mêmes des gîtes ici. Ce qui a vraiment très bien marché, c'est tous les gîtes à moineaux, eux, ils sont pris, les gîtes à mésanges aussi. On a vu aussi des rouges-queues faire leur nicher cette année. Mais comme ça, j'ai pas de pourcentage à vous donner. Et en termes de comportement concurrentiel, on n'a pas vu de chouette effraie cette année. Et en fait, on n'en avait pas observé sur le site avant de faire les travaux. Donc peut-être qu'un jour elle viendra. Pour l'instant, c'est pas le cas. La cohabitation avec les faucons s'est plutôt bien passée. On a vu les faucons chasser les buses, surtout, qui sont aussi présentes sur le secteur. Euh, mais ils se sont peu intéressés aux autres espèces. Et du coup, pour l'instant, on n'a pas eu de problème, trop de problèmes de cohabitation en fait entre les espèces. Ok, parfait, merci. On voit qu'il y a quand même pas mal de retours d'expérience déjà là et encore à suivre, donc ça sera chouette de suivre le projet. Il y avait une autre question un petit peu sur le coût autour de ce projet. Est-ce qu'il y a une estimation du surcoût de l'installation de ces gîtes par rapport à une rénovation plus traditionnelle qui n'aurait pas intégré tous ces éléments de biodiversité? Et quel est le coût total du projet de rénovation? Alors, sur le coût total du projet, on est à quasiment 1 700 000 € pour 450 mètres carrés de bâtiment. Là-dedans, on a 1 million d'euros hors taxe de travaux. On l'avait calculé, ça fait à peu près du 2 200 € du mètre carré. Donc, c'est ce qui est à peu près standard pour de la rénovation écologique. Les dispositifs favorables à la biodiversité à l'intérieur du bâtiment, enfin dans le bâti, donc je ne parle pas du tout des aménagements extérieurs, ça représente environ 10 000 € entre les nichoirs et tous les systèmes de pause. 10 000 € TTC. Voilà. Donc c'est dérisoire par rapport au coût des travaux en fait. Ne pas le faire, ça aurait été vraiment faire des économies de bout de chandelle. Donc c'est euh, et pour nous, c'était un coût qui ne valait pas la peine de se passer de ce genre de dispositif. Super, merci. Tant mieux pour le faible surcoût pour ces installations-là. Il y avait une question donc plutôt des demandes de précision sur l'installation en haut du bâtiment, donc au niveau de la chiroptière et du platelage. Donc au niveau de la chiroptière, est-ce qu'il y avait un risque d'entrée de d'autres mammifères tels que des souris, des loirs, etc. Et sur le platelage, il y avait une demande de précision si c'était justement le panneau bois qui était servi, enfin qui était utilisé comme platelage ou si c'était un autre matériau qui avait été mis en place. Euh, sur la chiroptière, on s'est pas trop méfié du risque d'autres mammifères. En même temps, c'est du zinc, donc c'est quand même très lisse. C'était plutôt les autres oiseaux enfin, les oiseaux dont on se méfiait sur les dimensions, les oiseaux et la pluie. Euh, mais pour les autres mammifères, on s'en est pas trop méfié. Ensuite, de toute façon, l'isolant à l'intérieur, il est protégé. Donc, au pire, si jamais il y a des loirs qui viennent, ils ils ont pas grand-chose à détruire, en fait. Donc, c'est pas gênant, quoi. Euh, pour répondre sur la question du platelage, du coup, en fait, il y a des questions qui ont été faites avec euh, une sorte enfin une sorte de lambourdage quoi au sol et par-dessus il y a donc la boîte de cellulose qui est soufflée dans les caissons et par-dessus il y a de l'agglo des plaques d'agglo qui sont posées directement sur le lambourdage qui a été fait par les charpentiers. Ok, super. Ben, merci beaucoup pour ces précisions.
Je vais... Ah, ouais, c'est vrai que c'est plus moi qui ai le contrôle. Hop là. Je vais profiter des 2 dernières minutes que nous n'avons plus pour vous parler de 2 événements d'Envirobat Occitanie à venir. Du coup, le 17 décembre, il y a le premier webinaire NEB. Du coup, bah, comme vous disiez, Julien, en début d'événement, on passe du plan bâtiment durable au NEB. Du coup, le premier sera sur la culture, du coup, qui est un nouvel élément qui est apporté sur le bâtiment aménagement dans la conception des projets. Enfin, en tout cas, qui est amené par rapport aux thématiques sur lesquelles on travaille. Donc 17 décembre, si ça vous intéresse, c'est un petit webinaire. Et je profite qu'il y ait peut-être encore quelques décideurs parmi l'audimat pour vous parler de 2 afterwork qu'on organise, donc un à Montpellier, un à Toulouse, qui vont être animés par Sylvain Grisot et Jérôme Tougne. Je ne sais pas si vous les connaissez. On fait pas mal de collaborations avec eux. Et en fait, notre but, c'est de lancer un parcours sur comment accompagner les décideurs, les dirigeants à bâtir les modèles économiques de demain pour transformer nos organisations. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller vous inscrire. Ces événements et bien d'autres encore sont sur notre site internet Envirobat Occitanie. Je tenais à remercier l'ensemble de nos intervenants pour ces interventions qui étaient super intéressantes, super constructives. Je pense qu'on repart tous de ce webinaire avec plein d'infos. Et c'était un plaisir de travailler avec vous et j'espère pouvoir vous revoir à un autre moment, enfin retravailler avec vous sur d'autres sujets. Et bah, merci de votre attention à tous et je vous souhaite une bonne journée et un bon appétit. Au revoir. Merci, au revoir, bonne journée. Au revoir. Merci, bonne journée.